voir disparaître et qu'on voit réapparaître. Alors tout ça, si vous voulez, ça souligne pour moi l'inévidence, je vais l'appeler comme ça, d'une démarche santé au travail qui serait forcément compatible avec, une démarche d'éco-responsable. C'est loin d'être aussi évident que ça, et je pense que ça nécessite d'avoir une vraie réflexion. Alors, ce à quoi on assiste globalement, hein, c'est en fait, j'ai l'impression, mais je vous demande et je vous remercie de me contredire sur la question, et on pourra en débattre, c'est l'impression que on s'attaque beaucoup au visible, on s'attaque beaucoup aux masques qui arrivent, qui sont des déchets potentiels, aux bouteilles d'eau qu'on voit ressurgir, qui sont des déchets potentiels. Bon, très bien. Mais quelque part, au-delà du visible, je ne vois pas, moi, de démarche d'entreprise. C'est-à-dire que cette démarche visible, qui nous scandalise tous individuellement, fait que la démarche est un peu individualisée. C'est la sensibilité d'un chef de poste ou d'un dire de prod qui fait, mais est-ce que c'est vraiment une démarche d'entreprise? J'en sais rien. Est-ce que c'est la démarche écologique qui fait rapatrier les tournages en France, ou est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir aller ailleurs, en Belgique, pour faire de la publicité? Est-ce que demain, quand la crise sanitaire apparaîtra, on gardera un peu ces productions en France qui ont un impact écologique sans doute un peu moins violent que d'aller tourner à l'autre bout de l'Europe? C'est une vraie question. Et je pense que ce qui nous manque de façon assez flagrante, c'est une réflexion concertée sur ces questions-là. Vous le savez sans doute, chaque fois qu'une entreprise met en place de nouveaux process, elle devrait évaluer les risques. Donc, nos entreprises dans nos secteurs ont un peu de mal quand même à faire une évaluation des risques normale, mais elles ont encore plus de mal à évaluer l'impact de leurs décisions en y ajoutant un paramètre écolo. Donc, c'est un vrai sujet pour moi. Je prendrai des exemples. Hein. Aujourd'hui, on assiste à une volonté de recycler et on ne peut être que d'accord. Moi, ce que je vois sur les tournages, c'est effectivement des poubelles multiples avec des couvercles de couleurs qui sont tous levés, c'est-à-dire qu'ils sont gueule bée, donc en temps de Covid, ça peut se discuter, et que de toute façon, s'ils étaient baissés, il faudrait les toucher pour mettre les déchets à l'intérieur, ce qui nécessiterait d'aller se relaver les mains. Bon, on n'en finit pas. On a des poubelles qui se multiplient, qui sont parfois au ras du sol. Moi, j'en ai vu récemment qui étaient à 40 cm de haut, donc qui avaient quand même tendance à se renverser au premier coup de vent. Et puis, même chose, il faut lever le couvercle, jeter, et puis tout ça, ce n'est pas très ergonomique. Donc, on voit bien, si vous voulez, pour moi, et c'est ce que disait Claire, me semble-t-il, d'une certaine façon, c'est que c'est loin d'être évident d'avoir une démarche qui court le même lièvre, c'est-à-dire que pour moi, les intérêts peuvent être complètement divergents et pas nécessairement aller dans le même sens, même si à la toute fin, et Claude David l'a dit, c'est que quand une explosion vient faire quelques victimes dans une usine, quelle qu'elle soit, ça a effectivement des effets sur l'écosystème et sur la population tout autour. Donc, il y a un intérêt commun bien compris qui est la santé du salarié et la santé du citoyen. Cependant, elle ne se joue pas au même temps. Et il me semble, moi, qu'il y a encore un gros travail de concertation à faire là-dessus. Et il y a aussi à emmener, je pense, les entreprises dans leur réflexion sur l'organisation, parce que on réfléchit beaucoup à ce que je vous disais être visible, en première instance, les masques, les bouteilles d'eau, mais quelle entreprise fait preuve d'une réflexion sur sa consommation d'énergie pour faire un film, organise ses choix d'éclairage, on est une industrie de la lumière, hein, en intégrant l'écologie. Alors, c'est les iodures contre le LED et puis le LED contre la lumière du jour. Bon, est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on va là-dedans? C'est donc pas qu'une histoire de déchets et de parties visibles de l'iceberg. Et je crois qu'il y a vraiment encore un bon bout de réflexion à avoir là-dessus. Et c'est très bien qu'on en parle. Et moi, je vous remercie de m'inviter à ces soirées pour pouvoir en débattre avec vous. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Pour moi, l'inévidence entre les deux, même si on a le même objectif d'amélioration de la santé des salariés et des citoyens. Voilà. Merci.
Merci Didier. Je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire parce qu'effectivement, le contexte Covid bouscule l'organisation du travail, mais pas uniquement en termes de développement durable. Elle bouscule l'organisation du travail de manière générale, hein, avec le télétravail, etc. Donc, c'est vrai que le contexte Covid est quand même un contexte un peu particulier. J'aimerais amener de l'eau au moulin quand même sur le fait que les entreprises s'engagent dans une sorte de démarche RSE. Il y a quand même des entreprises, là par exemple, il y a un collectif qui s'est créé depuis plus d'un an et demi avec l'Opéra de Paris, le Théâtre du Châtelet, le Festival d'Aix, le Théâtre de la Monnaie et l'Opéra de Lyon, autour d'une démarche vraiment de développement durable, pour le coup. Et sur la base a été l'éco-conception des décors. C'est-à-dire, à la fois Lyon et Aix, ils n'ont pas le même outil, mais ils ont fait un outil d'aide au calcul de l'impact carbone de la construction des décors. C'est bien en amont, au moment où le projet est présenté par le déco, et ensuite, à la fin, quand le projet est terminé et qu'il est démonté, et qu'est-ce qu'on fait du décor, il y a une réelle réflexion là-dessus, avec des réflexions sur les matériothèques. Et à mon sens, il faut le mettre en rapport. Là, pour le coup, on est vraiment en synergie entre santé au travail et santé de l'environnement, entre guillemets. C'est de savoir, par exemple, quel est l'impact si on a un gros décor en polystyrène, ben, on va essayer de trouver une alternative. Il y a quand même des démarches, me semble-t-il, alors qui sont un peu impactées, qui sont en recherche. Il y a aussi des partages d'expériences, des retours d'expérience. Mais à mon sens, le point d'ancrage, le premier point d'ancrage pourrait être, je crois que ça a été évoqué d'ailleurs par tous les participants là, ce sont les produits chimiques. Il y a déjà une démarche de comment on peut remplacer un produit dangereux pour la santé et aussi dangereux pour l'environnement, comment on le remplace autrement. Ce n'est pas la panacée, mais c'est déjà un premier point d'approche, non? Bah, je pense que c'est déjà une mission du médecin du travail, indépendamment de l'environnement, pour la santé du travailleur, des salariés, c'est de remplacer les produits qui sont toxiques, qui sont délétères, par des produits équivalents en termes d'efficacité, par des produits moins toxiques. Et ça, c'est une chose que régulièrement on a à faire au sein des entreprises, de discuter sur certains produits, d'analyser les fiches de données de sécurité pour voir si on ne peut pas les remplacer, etc. Je pense que ça, oui, ça, c'est quelque chose qui est fait depuis tout le temps, du reste, puisque c'est une des missions principales du médecin du travail, effectivement. Maintenant, conseiller les employeurs sur des achats verts, sur des process qui sont moins toxiques, entre guillemets, pour l'environnement. Je pense que c'est une démarche que peu à peu, qui va infuser peu à peu chez le médecin du travail, chez nos préventeurs, et de manière à pouvoir effectivement, sur un tournage, faire rationaliser, par exemple, faire des ramassages uniques au lieu de déplacer sans arrêt des camions pour des ramassages multiples, utiliser des produits, réutiliser les décors. Il y avait à la Fémis, au micro-salon, il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelait, Éco-décor, je crois tout simplement, où il y avait une reprise des décors, des peintures pour les réutiliser. Voilà, je pense toutes les solutions sont envisageables. Et nous, on est là, évidemment, avec une analyse versus médicale, versus technique, pour essayer qu'il y ait effectivement une coïncidence entre ces éléments et de pouvoir évoluer vers cette éco-conception, cet écosystème. Alors, je ne sais pas si parmi les personnes qui sont présentes, il y a des questions. Il y a eu quelques interventions en disant, par rapport à l'intervention de Didier, qu'il y avait des poubelles à pédales qui permettaient de laisser la poubelle ouverte. Et il y avait une intervention aussi sur la lumière, où il y a une grande part de choix artistique. Donc, Les panneaux LED ne sur donnent pas ça, la même qualité de lumière que les projecteurs traditionnels. Et des démarches concernant le recyclage des produits chimiques et des décors dans les studios. Je ne sais pas si oui, quelqu'un... euh, alors, J'entends juste, j'entends je quelqu'un, mais ne je ne vois voudrais pas pas. laisser penser que rien ne se C'est passe. moi. C'est moi, c'est Oui. Didier Carton. Ah, pardon, Et je François. suis l'auteur de ces petites remarques.
Non, parce que, entre autres choses, il y a une démarche qui s'appelle EcoProd, initiée par le CNC, et il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites voilà, dans ce sens. Et concernant la lumière, c'est une réflexion que beaucoup de chefs opérateurs mènent. Mais, il y a aussi de temps à autre, suivant les projets, les plans à éclairer et tout, quelquefois, il est difficile d'utiliser des projecteurs à LED. Voilà. Mais il commence à être utilisé énormément. Mais de temps à autre, on a besoin d'autres types de projecteurs pour faire ce qu'on a besoin de faire, tout simplement. Hein. Mais il y a toujours il faut dire quand même que la démarche écologique est quand même privilégiée. Autre avantage des projecteurs à LED concernant la santé au travail, ils sont beaucoup moins lourds. Et donc, c'est beaucoup moins de poids à soulever pour les électros. Donc, ça peut être aussi très important. C'est un allègement du matériel, donc ça rejoint la santé au travail. Merci Françoise. Une intervention, je crois que Didier voulait reprendre la parole et ensuite ce sera Joachim qui a une question. Alors, je ne veux pas laisser penser qu'il n'y a pas d'initiative, et il y en a bien sûr, c'est évident. Et je crois que nombre de professionnels sont très sensibilisés à toutes ces questions-là. Et les locomotives que Nathalie, vous citiez, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de débroussailler, de démontrer qu'on peut le faire, et elles arment des professionnels qui sont très souvent désarmés, démunis pour aborder un sujet qui n'est pas si évident que ça à traiter. Donc, c'est bien sûr très intéressant. Donc, moi, pour bien me faire comprendre, bien sûr que chaque professionnel n'a pas envie et a envie de faire mieux dans son champ. Ce que moi, je veux essayer de vous faire toucher du doigt, c'est qu'il serait bien que ça monte d'un cran, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une démarche de chef de poste, qu'on ait une démarche d'entreprise. C'est vrai dans le cinéma, hein, je veux dire, je sais bien que les chefs d'éco sont sensibilisés, que les uns et les autres le sont plus ou moins, mais globalement, tout le monde y va, la régie est partie prenante. Mais il m'est arrivé, moi, de tomber sur des situations où, par exemple, on réintroduisait du produit chimique alors que le produit que je qualifierais de traditionnel et sans impact chimique était connu, accessible, mais pour des raisons de temps de travail, donc on est bien sur de l'organisation, de planning, de choses comme ça, c'était plus possible. Et on utilisait un produit avec non plus des têtes de mort. Maintenant, vous savez, c'est les poumons qui éclatent, avec un petit risque de cancer. Donc, non seulement c'est un déchet qui n'est pas très bon pour notre planète, et puis ça restera un déchet parce que c'est une matière plastique qui va demeurer pendant des lustres dans la nature. Et puis, ce n'est pas bon non plus pour les professionnels qui ne sont pas suicidaires, qui ne sont pas fous, qui n'ont pas envie de respirer ça, mais qui sont un peu coincés dans une injonction où il leur faudrait choisir entre la peste et le choléra. Et c'est un peu ça, moi, que j'appelle de mes voeux quand je parle d'avoir une réflexion, une évaluation partagée de cette question-là pour que, effectivement, on sorte de la réflexion individuelle. Elle est pertinente, elle est intéressante, mais voilà, je crois que les collectifs qui se mettent en place portent des choses très intéressantes et continuons. Mais je pense qu'il est intéressant de le penser aussi au niveau de l'entreprise elle-même, au niveau de son organisation et de ses dirigeants pour que, je vais employer un mot que je n'aime pas parce que ça veut tout et rien dire, mais l'écosystème au sens économique et non pas écologique, permettre à l'écologie de trouver sa place. Voilà, c'est un peu le sens de mon intervention primaire et j'espère que je suis plus compréhensible là-dessus. Oui, bien sûr. Ouais, merci Didier. Il y a Joachim qui voulait poser une question et ensuite Marina. Oui, bonsoir à toutes et tous. C'est à la fois une question et puis une réflexion, mais je suis très sensible à l'intervention que vient de faire Didier Carton parce que finalement, ça rejoint ce sur quoi je voulais intervenir, c'est-à-dire les conséquences sociales de tout ça. Il faut mettre ça aussi dans l'équation. Et par exemple, si on parle de conception, enfin d'éco-conception des décors, que ce soit dès le départ jusqu'à
comment on les recycle, comment on rend possible leur utilisation, on voit très vite que ces questions-là, elles vont entraîner des temps de travail supplémentaires, elles vont entraîner des temps de conception supplémentaires, et que peut-être que effectivement, il faut intégrer ces coûts supplémentaires dans le bénéfice en termes environnementaux, en termes de réemploi, en termes de réutilisation. Et ça, c'est essentiel qu'on n'oublie pas. Ça, je dis essentiel pour nous, évidemment, nous, fédération de syndicats de salariés, qui représentons des travailleurs et des travailleuses et des salariés majoritairement, qu'on n'oublie pas cet aspect-là. Nous, ça va être notre obsession. C'est comment on pense la transition écologique, puisqu'on parlait des décors, comment on pense le fait de ne pas concevoir des décors qui vont être jetés, de ne pas exposer dans la conception et l'utilisation des machines ou des produits à des risques, et en même temps, comment on ne contraint pas encore plus les salariés à travailler plus vite, travailler plus mal. Peut-être que ça demande plus de temps, mais peut-être que ça vaut le coup de prendre un peu plus de temps pour avoir un décor qui aura une empreinte carbone ou beaucoup moins grande, ou qui ne nécessitera pas d'utilisation de produits chimiques. Peut-être que là-dessus, il y a un vrai gain. Et je suis tout à fait d'accord aussi avec Didier Carton sur le fait que ça, c'est avant tout une question d'organisation, et ça n'est pas aux salariés de manière individuelle, et effectivement, ça n'est même pas uniquement aux chefs de poste de penser et de se préoccuper de ces questions-là, mais c'est plus global au niveau de l'entreprise, et peut-être même à un échelon encore supérieur à certains moments. Merci Joachim. La maîtresse du temps me rappelle à l'ordre. Marina, une dernière intervention, et malheureusement, je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire et à partager, mais le temps qui nous est imparti commence à diminuer. Marina, et après, malheureusement, je pense qu'on va être obligé de clore un peu cette discussion. Bonsoir, j'avais juste un commentaire par rapport justement aux produits qu'on pourrait utiliser, des innovations, etc. Il ne faut jamais oublier que les comportements ne peuvent jamais être remplacés par la technologie. La technologie est là pour nous aider, mais elle ne va pas remplacer les comportements des gens. J'ai deux exemples. Je fais partie avec Stanislas, ici présent, de la commission de labellisation de Prestad. Je travaille également avec William, qui est présent également. Et deux exemples, dans les différentes commissions de Prestad, quand on regarde les différents dossiers, malgré la réglementation en vigueur pour le stockage des produits chimiques, très souvent, on a vu des photos, parce qu'on demande des preuves justement aux gens par rapport à différentes questions, donc ils prennent des photos comme ça. Et souvent, on a vu des photos où les produits chimiques étaient très mal stockés. Et ça, ce n'est pas par manque de connaissances, et ce n'est pas par manque de législation, c'est autre chose. Un exemple, dans un autre domaine, j'avais eu l'occasion de parler avec William justement sur les produits chimiques à un moment donné, il y a quelques mois, et il m'avait dit, très justement, William, tu pourras peut-être à ton tour compléter, mais il m'avait dit on manque d'éducation en fait à partir des écoles. C'est-à-dire que les gars, ils sortent d'école, ils ont appris plein de choses, mais la santé et l'environnement sont deux grands absents dans les cursus pédagogiques. Donc, ce que par exemple William a vu dans un atelier, c'était que voilà, donc tout le monde faisait attention aux pots de peinture, etc. Et de temps en temps, il surprenait justement des jeunes qui étaient en train de manger leur sandwich au-dessus d'un pot de peinture complètement ouvert. Donc, il y a quand même quelque chose à faire aussi sur les comportements, je crois. Ça rejoint l'idée de la formation, effectivement, Marina, de la formation par rapport au développement durable et à la santé au travail. J'ai l'impression qu'il faut rendre l'antenne. Je ne sais pas, peut-être un petit mot aux trois intervenants, enfin aux deux qui restent, un petit mot de conclusion avant de passer à la deuxième table ronde, si on a encore le temps de conclure. La maîtresse du temps. On prend le temps de conclure, bien sûr. On
prenons le temps de conclure rapidement, bien sûr. Mais de toute façon, les débats vont se poursuivre avec les deuxième et troisième tables rondes. On est déjà en train de... Didier Classique. ou Claude? En termes de conclusion, bon, moi, je redirai un petit peu ce que j'ai dit. J'ai un peu peur de perdre du temps pour répéter un peu. C'est-à-dire que bien sûr que les initiatives sont intéressantes. Elles permettent d'ancrer des pratiques. Et je pense que les personnes ne saisissent pas de ça pour deux raisons. C'est que la première, enfin, les personnes ne saisissent pas de ça. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais quand les personnes ne se saisissent pas de ça, il y a deux raisons. D'une part, elles ne savent pas. Et quand on ne sait pas, on ne fait pas. Ça me paraît important. Et puis, comme disait un de mes anciens employeurs, je ne vous paye pas à rien faire. Et donc, je pense qu'il en est une pareille de même pour tout le monde. Et ils sont chargés, tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont un travail et le temps disponible à traiter de ces sujets-là, il est difficilement accessible dans une production qui, je parle du cinéma, hein, qui est sur une durée très courte et où il faut entasser tout un tas de lignes de paramètres pour sortir le film. Donc, on a ce problème-là. Ça nécessiterait, moi, je pense, de mettre de la compétence et d'y associer du temps pour que ces problématiques-là soient traitées, tout comme l'évaluation des risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef de poste qui conçoit un décor, même s'il n'est pas inconscient, irresponsable, là, il n'a pas le temps de formaliser un document unique, il fait un peu de l'empirisme. C'est parfois pas assez. Donc, et tout ça, c'est parce que clairement, le temps et les compétences sont difficilement accessibles et que je crois que, puisqu'on est ici invité par nos amis de la CGT, il y a sans doute quelque chose ici à construire pour trouver effectivement des filières. Je reviens au Covid, hein, je vous rappelle juste et simplement qu'on a créé une mission de référent Covid sur l'évaluation des risques, théoriquement, et ce n'est pas pratique, mais c'est en théorie, on devrait avoir des intervenants en prévention des risques, des gens qui, dans l'entreprise, s'en occupent. Aujourd'hui, tout ça, dans les entreprises lambda, celles qui sont à demeure et d'une certaine dimension, il y a un responsable HSE, hygiène, sécurité, environnement. Et ben, peut-être qu'il faudrait que nous militions les uns les autres et nous travaillions à des filières métiers qui soient capables de porter ces dossiers-là et une démarche structurée qui s'inscrivent dans une politique d'entreprise. Voilà, je ne trouvais pas ça inutile. Voilà en guise de conclusion. Merci. Moi j'ai une toute petite remarque à faire aussi entre deux tables rondes. Moi, je suis Samuel, je suis sociologue. Et en fait, là, c'était pour signaler qu'au niveau des métiers de la décoration en relation avec Ecodeco, donc peut-être que William aura aussi des choses à dire à ce sujet-là. Donc, Ecodeco, c'est un collectif de professionnels de la déco qui bosse sur on va dire, des pratiques plus écologiques en décoration, quoi, de cinéma, d'audiovisuel. Alors, certains d'entre vous le savent, mais d'autres ne le savent pas. On a mis en place depuis quelques semaines déjà un questionnaire pour faire un peu le point sur les pratiques. Excuse-moi, Samuel, mais c'est justement que William est invité à la deuxième table ronde, donc il va en parler. Et donc, voilà. Mais je ne vais pas si tu as vraiment un truc à dire en lien avec la première table ronde, n'hésite pas. Mais sinon, on se prendra un temps après 3 tables rondes pour ceux qui peuvent rester encore une demi-heure. Ça paraissait à propos, mais d'accord, j'ai compris. Voilà. Excuse-moi, hein, je vais te couper comme ça. Un dernier petit mot, je leur donne la parole à Nathalie pour une conclusion de... Oui, peut-être Claude, si vous voulez ajouter. Non, moi, je pense que les choses ont été dites là et qu'on est aux prémices un peu de cette prise de conscience et de ce travail pour le développement durable. Donc, nous, en tant que professionnels de santé au travail, évidemment, on va vous parliez des pots de peinture où les gens mangeaient dessus, etc. Bon, évidemment qu'on va dans ces entreprises, évidemment qu'on essaye d'organiser les choses. Il y a aussi un rôle d'éducation du médecin en santé au travail. On n'est pas très nombreux quand même, il y a beaucoup d'entreprises, mais je pense que peu à peu, ce sont des concepts qui vont s'ancrer il y a un nouveau paradigme qui se met en place. C'est un peu lent, effectivement, mais on le voit tous les jours et on le pratique tous les jours auprès des salariés, auprès des décorateurs, auprès des gens qu'on voit. Et dans les entreprises, quand on y va,
effectivement, c'est aussi une mission du médecin du travail. Merci beaucoup. Je vais repasser, merci beaucoup pour ces interventions. Je vais repasser la parole à Denis pour qu'il puisse introduire la deuxième table ronde. Oui, avec mes excuses pour Samuel encore et puis pour ceux qui voudraient intervenir. Mais justement, j'ai vu que William avait demandé la parole et donc je vais passer le relais à Franck qui va présenter la deuxième table ronde et tout de suite enchaîner. Encore une fois, je précise qu'on aura un peu plus longtemps de temps pour ceux qui voudraient, après la troisième table ronde, encore débattre. Et puis évidemment, on n'aura pas épuisé le sujet en 1h30 ou 2 heures. Bon, merci de me donner la parole, Denis. De toute façon, ce sont des sujets que les trois tables rondes traitent de manière transversale parce que l'intervention, par exemple, de Joachim, c'est en fait le sujet de la troisième table ronde. Comment, pour arriver à travailler au recyclage, à la réutilisation de ces décors, et il faut dégager un temps. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Évidemment, c'est un temps de conception et c'est un temps de travail ensuite pour pouvoir mettre en œuvre ce recyclage ou cette réutilisation. Il y a aussi la piste de mutualiser mieux, notamment les stockages de décors, de costumes, etc. Alors du coup, sur la thématique du gaspillage, il y en a un de gaspillage, c'est devenu celui des déplacements parce que de plus en plus les réseaux n'existent plus, on ne part plus en tournée. Alors il y a les tournages aussi, hein, effectivement c'est une autre problématique qui se rapatrie mais qui ont longtemps été délocalisées, c'est aussi un débat. Mais là on parlerait plutôt dans le spectacle vivant des tournées qui n'en sont plus, qui sont en fait des voyages pour bien souvent une seule date, ou en tout cas des petites dates au travers de toute une saison, et non pas dans une continuité, avec là une pollution monumentale pour un seul événement. La pollution, elle est aussi des conditions de travail déplorables souvent pour les interprètes qui vont beaucoup voyager pour très peu de temps à l'arrivée, pour peut-être juste faire une prestation, plus des raccords, plus d'ailleurs, et souvent, je ne crois pas que y ait les conditions de travail minimum qu'il y a dans nos conventions collectives au passage, mais en plus où il n'y a pas d'échange, où il y a quel est le bénéfice, ça reste très consumériste et on est donc, c'est vrai qu'il y a tout un mouvement et c'est là-dessus que mes intervenants vont, suivant Leïla va intervenir, c'est aussi comment réinventer des pratiques. On ne va pas refaire la descente à l'eau, mais quand même, on sait que de plus en plus, on peut essayer de travailler proche de chez soi, d'essayer d'agir localement, de bâtir des projets à plus long terme, qui du coup vont être plus éco-responsables, qui vont permettre cette rencontre, qui vont faire que artistes, publics, tout le monde va s'y retrouver, même les élus locaux, et de partager des pratiques, parce que prendre le temps, c'est aussi peut-être faire des ateliers, faire de l'action culturelle et pas seulement une prestation. Bon, je vais laisser Leïla développer tout ça pour vous la présenter avant de vous donner la parole. Enfin, elle va se présenter, mais on dit vocaliste parce que c'est une chanteuse très originale, plutôt dans l'univers du jazz, et surtout qui a contribué à un appel des musiciens et producteurs dans le domaine de la musique qui s'appelle Pour une écologie de la musique vivante, hein, qui s'est fait au mois de juin, je crois, et qui a un retentissement certain. C'est pour ça que tu es invité assez souvent et aujourd'hui aussi. Je te laisse enchaîner sur cette thématique où tu as plein de choses à dire, je le sais, pour t'avoir déjà entendu sur le sujet. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc moi c'est Leïla Martial et Rémi Leclerc, on est co-auteurs avec quelques autres artistes et pas que, des membres du secteur de la musique. Donc il y a des choses très importantes qui ont été dites, des choses essentielles en fait, c'est le fait de prendre le temps. Donc la problématique du one shot comme on appelle ça, qui est devenu majoritaire, en fait, de passer presque plus de temps dans le transport que sur le lieu et dans le pays dans lequel on va jouer. Donc, qui génère une empreinte carbone importante, qui génère du coup de la consommation de produits jetables à usage unique, enfin, qui est aussi, qui nous met dans des vies assez fatigantes, enfin, c'est énergivore pour nous artistes, et puis aussi pour les tourneurs qui passent beaucoup de temps, énormément de temps à faire de la régie transport.
Donc, et à pas s'occuper finalement à cette mise en réseau qui finalement avait beaucoup plus était beaucoup plus présente il y a quelques années. Moi, je me souviens qu'il y a 10 ans encore, on faisait des petites tournées, enfin, je faisais des petites tournées, les lieux se concilier. Un lieu dans le sud-est programmé le mercredi, l'autre lieu programmé le jeudi, et puis ils se mettaient d'accord sur un groupe, etc. Ça n'existe plus. Donc, effectivement, aussi, c'est quoi le sens, en fait? Qu'est-ce qu'on va partager quand on passe si peu de temps dans un endroit? C'est redonner du sens. Mais après, il y a des questions de fond aussi, c'est-à-dire que le modèle de réussite d'un artiste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a l'agenda rempli, qui voyage en permanence. Donc, c'est aussi un changement de paradigme, c'est-à-dire valoriser l'artiste qui agit localement, avec un développement sur le long terme, de mettre à contribution tous les acteurs, c'est-à-dire aussi dans le catering, c'est-à-dire nous, on parle par exemple du rider. Privilégié dans nos riders d'artistes, c'est la première chose que reçoit un lieu qui nous reçoit. Si on précise qu'on ne veut pas d'aliments issus de l'industrie, de la grosse industrie, et qu'on veut du local, etc., plus les lieux vont recevoir ce genre de rider, ça va changer les mentalités, ils vont commencer à s'approvisionner différemment, à faire appel à des gens dans leur réseau, enfin, sur le territoire, etc. En fait, c'est une espèce d'engrenage vertueux qu'on peut mettre en place. Voilà, j'essaie d'être brève et d'aborder donc la problématique du transport et du gaspillage en même temps. Donc, il s'agit en fait aussi de changer de valorisation de modèle. Et ça, c'est évidemment, ça, c'est sociétal aussi. Et puis, c'est comment les sociétés civiles peuvent faire de l'incitation. C'est-à-dire, c'est sûr que quand on a un billet d'avion qui coûte moins cher qu'un billet de train, ça met moins de temps. Si on doit partir la veille pour avoir un trajet moins polluant, qui prend en charge la nuit supplémentaire qu'on va passer? On va devoir partir la veille au lieu de partir le jour même. Qui prend ça en charge? Est-ce qu'il y a des compensations qui peuvent être proposées par les sociétés civiles et les subventionneurs? Enfin bon, voilà, il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses à faire. Faut s'organiser. Et sensibiliser. Voilà. Et sensibiliser. Je peux laisser... soit on rebondit, soit Rémi peut prendre la parole. Oui, Rémi, si tu veux compléter, vas-y. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là, c'est cet appel est une humble initiative de nous, humbles artistes. Les questions sont vraiment de l'ordre comment sensibiliser, à part effectivement en parler autour de nos cercles, parce que ouais, on sait bien tous ici que n'importe quel impact activité de l'homme ou de la femme a un impact sur notre environnement, et c'est comment, effectivement, tu parlais de changer des modèles, revoir un petit peu nos envies de grandeur et voilà. Ouais, pardon, ça me fait rebondir juste sur quelque chose. C'est qu'à l'initiative, donc, moi j'ai rassemblé des artistes, mais très vite, je me suis dit, c'est pas possible de rester entre artistes, parce que les quelques artistes qui se sont déjà engagés se sont invisibilisés. Nous, on est pris en étau entre des injonctions contradictoires, enfin une espèce de dissonance cognitive, c'est-à-dire que avancer dans notre carrière, progresser, c'est avoir des comportements qui sont dégradants pour l'environnement, en gros. Donc, comment on concilie ces deux problématiques de vie, parce qu'on a envie d'exister en tant qu'artiste, on n'a pas envie de s'invisibiliser. Donc, en fait, on est obligé de faire tout ça ensemble. Cette réflexion, il faut la mener ensemble. Les programmateurs, les lieux, les subventionnaires, les artistes, le public aussi, comment les lieux peuvent mettre des propositions de covoiturage, enfin, j'en sais rien, parce qu'en fait, on sait que ça aussi, ça génère beaucoup de pollution, le déplacement des publics. Bon, voilà.
Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, il y a une grosse responsabilité des employeurs là-dedans, mais celle de l'artiste est pas moindre, celle du porteur de projet, de celui qui initie la chose, parce qu'il a aussi une façon d'apporter certaines valeurs et de les décliner dans son travail, mais aussi dans l'organisation de la tournée, de la création et de tout le processus. Donc, ce qu'il faut, c'est peut-être tendre aussi à développer ces labels, à récompenser ces choses-là. Ça peut faire partie du débat. Je vais passer la parole, et ça n'empêchera pas de revenir à nos intervenants par les questions à la fin, mais je préférerais qu'on avance et puis qu'il y ait toutes les questions dans le petit débat au bout. Donc, je donne maintenant la parole à Manon Viau, qui est cofondatrice de l'association Art Viva. Elle va nous expliquer ce que c'est. Pour ceux qui avaient lu La présence de Marine Lebrunois, elle la remplace donc, mais était tout aussi à même de nous parler de l'association et de ce qu'elle développe. Donc, je te donne la parole. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je suis cofondatrice de l'association Art Viva, Art Vivant, Art Durable. Cette association donc, a été créée officiellement en juin 2020, mais on y réfléchit et on a conçoit en fait depuis juin 2019, donc depuis 1 an et demi. Nous sommes 9 professionnels du spectacle vivant. Qui l'ont fondé et qui ont donc envie vraiment de faire avancer les choses et de changer nos pratiques. L'association a atteint la centaine de membres et elle rassemble à la fois des structures, mais aussi des particuliers, donc artistes, techniciens, intermittents, chargés de production, de communication, directeurs de structure à titre personnel. De notre côté, pour dire rapidement où on en est depuis notre création, on a notamment publié un guide pour l'action qui résume en fait plein de bonnes pratiques, d'outils sourcés évidemment, de témoignages pour essayer de changer nos pratiques, ce guide étant disponible pour nos adhérents. Et on est actuellement, et on arrive au lancement en fait de la mise en place de groupes de travail transversaux pour vraiment essayer de réfléchir alors, pas que sur l'hôtellerie, le transport, etc., mais vraiment transversaux par rapport à la mutualisation de la connaissance, par rapport à quel nouveau modèle pour le spectacle vivant, comme en parlait Leïla. Et d'ailleurs, on se rejoint, on se croise de plus en plus sur les tables rondes et on se rejoint dans plein de points. Et je suis tout à fait d'accord sur tout ce qu'elle a pu dire. Et enfin, on apporte une grande importance au lobby. À la fois des institutions publiques et privées. Et donc, on contacte beaucoup de tutelles pour leur informer de notre existence et puis leur parler de ce qui nous tient à cœur. Donc, pour revenir sur le thème de cette table ronde, effectivement, on peut penser en fait à plein d'autres pollutions que le gaspillage et le transport, notamment la pollution grise, on en parlait tout à l'heure, qui est un vrai fléau. Mais c'est vrai que le transport et le gaspillage sont, on va dire, les pollutions les plus importantes quand on parle de tournée. Donc moi, évidemment, ça me fait penser à l'hôtellerie, à la restauration, mais aussi à la technique, avec par exemple tout ce qui est gaspillage d'ampoules ou de piles, entre guillemets, avec les bâtiments, avec le gaspillage énergétique. Donc en fait, c'est très très large, le terme de gaspillage est très large. En tout cas, chez Arviva, nous pensons nécessaire de repenser les tournées. Par exemple, de s'ancrer dans le local, comme dans la territorialité, comme en parlait Franck au début, mais aussi de revoir notre rapport au temps et donc arrêter les one-shots, comme disait Leïla, et des tournées plus sensées. Et donc, je pourrais décrire en fait la tournée éco-responsable selon nous en plusieurs points. C'est déjà une tournée qui est une vraie tournée, effectivement, c'est-à-dire qui rassemble plusieurs dates. Une tournée qui se fait en train et qui permet d'aller entre chaque point en train. Une tournée qui permettrait aussi d'arriver la veille pour prendre le temps, répéter la veille, prendre le temps aussi aux intermittents et aux musiciens ou autres d'arriver la veille. C'est dormir dans un hôtel avec un écolabel ou qui tend à être de plus en plus éco-responsable, ou même un logement chez l'habitant qui serait encore moins énergivore. C'est profiter de repas effectivement avec des produits de saison, des produits locaux, des produits végétariens si on le souhaite, toujours dans une dynamique, et pouvoir aussi faire des transferts sur place à pied puisque l'hôtel serait tout près de la salle et pas très loin de la gare, ou alors éventuellement en mobilité douce ou électrique dans le pire des cas.
Et enfin, effectivement, pouvoir rejoindre la date suivante en train, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, en fait, on est convaincu que cette tournée éco-responsable qui pourrait devenir un jour le nouveau modèle et va fournir du bien-être à la fois pour la planète, mais évidemment pour le salarié, qui permettrait des rythmes plus lents. Cependant, comme le disait aussi Leïla tout à l'heure, on arrive très rapidement, et c'est d'ailleurs beaucoup de problématiques que nous communiquent les structures qui se joignent à nous et les salariés, comment en fait rémunérer ce temps supplémentaire que l'on prend pour venir la veille, ce temps que l'on prend pour aller en train en Allemagne, par exemple, et comment subvenir à ce coût. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est nécessaire de la part à la fois des employeurs et des employés, mais aussi des tutelles, des pouvoirs publics. Et donc, c'est là aussi où Arvisa, on essaye d'agir pour leur faire prendre conscience de ça. Pourquoi pas mettre en place des bonus écologiques pour pouvoir payer ces journées de transport. Donc, les sujets sont vraiment... je pense qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions qui sont à mener, communes, entre salariés et employeurs, pour avancer sur des outils concrets, parce qu'en tout cas, chez Arvisa, on est très, très convaincus que... on veut vraiment agir, on veut être dans l'action et donc créer des outils concrets assez rapidement, vu l'urgence climatique. Et donc, on espère et on voudrait vraiment qu'Arvisa soit un endroit de rencontre en fait, entre tous les acteurs et de réflexion. Voilà ce que je peux dire sur Arvisa. Merci beaucoup. Deux petites remarques rapides aussi par rapport à ce qui s'écrit dans la discussion. Alors c'est vrai qu'en milieu rural, il n'y a plus de réseau ferré, beaucoup moins qu'avant, mais il y a parfois quand même des transports en commun, et puis on peut militer, puisqu'il y a des associations de développement culturel local qui essaient d'avoir des véhicules et des choses qui permettent aussi, tant pour le public que pour les artistes, de covoiturer, etc. Bon, on ne pourra pas tout faire à vélo, c'est sûr, mais ce qu'il faut, c'est prendre le temps d'y réfléchir. Et je voulais juste, j'ai fait une petite association avant de donner la parole à notre troisième intervenante sur cette table ronde, Marina. J'ai eu l'occasion lors des journées d'études du FNAS que je préside, on parlait de la souffrance au travail, etc. Et puis on a abordé la thématique aussi des difficultés des relations entre les équipes qui accueillent, l'équipe d'un lieu, à la fois le personnel administratif, technique, voire artistique, comment ça ne se passe plus bien avec les équipes accueillies, mais parce qu'aussi on ne prend pas le temps tout simplement. Un pot d'accueil ou de départ, ça suffit pas, un démontage, mais ça fait partie de la santé au travail, ça. De prendre le temps de pas déjà avoir des tensions entre des gens qui pratiquent le même métier et qui n'ont même pas le temps de se connaître. Ça me paraît aberrant. Alors, encore moins, c'est pas un bord de plateau qui va faire tout ce travail aussi de formation du public d'une certaine façon, mais on revient à des fondamentaux, on dirait, qui étaient ce que nous avons vécu il y a quelques années. Je fais un peu l'ancien combattant, mais finalement, la tournée que tu nous proposes, moi, je peux dire que je l'ai vécue. Bon, j'ai démarré très jeune, mais ça c'est vrai, totalement perdu. Et il faut renvoyer les lieux aussi à cette responsabilité de se remettre en réseau. Ça peut régler beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'aussi, c'est un partage des frais, c'est un partage des responsabilités et c'est s'inscrire dans une dynamique collective, là aussi, qui est intéressante et pour faire voyager, du sens, etc. Voilà. On est aussi sur le fond. La forme, elle est au service du fond. Donc, je cède la parole à Marina Esdiari, qui donc est la responsable RSE en fait à l'intérieur du groupe Audience, si je ne m'abuse, et je te demande d'amener de l'eau à notre moulin. C'est pour ça que j'ai choisi cette image derrière. Bon, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Je suis responsable de développement durable du groupe Audience. Mais ce soir, je ne vous parlerai pas d'audience parce que nos problématiques ne sont pas du tout les mêmes que les vôtres, parce que nous, en tant qu'établissement entre guillemets financier, on ne construit pas de décor, on n'a pas de tournée, on n'a pas de tournage, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, en fait, je suis également en charge d'accompagner, d'aider nos secteurs dans leurs initiatives écologiques. Pardon. Mon périmètre, c'est vraiment l'écologie. Donc, je touche parfois au solidaire, mais pas tant que ça. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Mais en tout cas,
sur l'écologie, il y a tellement de choses à faire que c'est gigantesque. Donc, je voulais juste vous parler, certains connaissent déjà le parcours EcoProd. EcoProd, en fait, c'est un collectif on est 9 aujourd'hui dans ce collectif. Il y a le CNC, et ce n'est pas à l'initiative du CNC, en fait, c'est à l'initiative de la Commission du film Île-de-France et justement de TF1 à l'époque. Le CNC nous a rejoints aussi très tôt dans l'affaire. Audience est cofondateur aussi de ce collectif. Donc France Télévisions, Canal+, le réseau Film France. Donc on est en ordre de bataille depuis un certain temps. Nous avons créé pas mal d'outils pour permettre justement aux professionnels de l'audiovisuel déjà de réfléchir à leurs différents impacts écologiques, mais aussi d'avoir des outils pour les maîtriser. Donc, par exemple, sur notre site ecoprod.com, vous trouverez des fiches pratiques par métier par métier. Et ce sont des fiches bien exhaustives, ce n'est pas juste quelques lignes. Nous avons créé également un outil qui s'appelle le Carbon Clap. C'est un mini calculateur de CO2 lié au tournage, en fait, qui permet, une fois qu'on a toutes les données, enfin pas toutes les données, mais en tout cas un maximum de données, d'alimenter la machine et d'avoir une vue des émissions qu'on va générer ou alors des émissions qu'on a générées. Et puis tout récemment, en fait, ça fait 2 ans que j'ai lancé le parcours EcoProd avec l'aide d'une productrice exécutive qui s'appelle Laurence Lafito. D'ailleurs, Alban, ici présent, a fait partie de l'une des promotions et il est diplômé maintenant, il a son pass EcoProd. Donc en fait, on a conçu ce parcours à destination des personnes qui ont une vue d'ensemble sur un tournage. Donc ce n'est pas un parcours technique, très technique, parce que ça peut être très technique, que ce soit l'éclairage ou les décors et autres problématiques. Mais en fait, ça s'adresse aux personnes qui tiennent le budget déjà, ça c'est important, et qui ont une vue d'ensemble. Donc, directeur de prod, régisseur, si par miracle il y a des producteurs, évidemment on comprend, mais j'ai l'impression que les producteurs attendent que la réglementation arrive pour bouger. Donc, voilà. Donc, en 2 ans, on a quand même formé à peu près 120 personnes. Il s'agit de 2 modules de 4 heures qu'on fait maintenant complètement en ligne depuis le Covid. Et d'ailleurs, ça me plaît beaucoup parce que ça permet déjà d'économiser du temps de transport et ça permet aussi de travailler sur le plan régional, avoir des gens qui sont en région. Là, récemment, on a eu quelqu'un de Guadeloupe, etc. On n'aurait jamais pu faire ça en présentiel. Donc, ce n'est pas inintéressant le online. Loin de là, donc 2 modules de 4 heures, on l'a complété parce que par rapport à certaines problématiques, il y a vraiment besoin d'un éclairage spécifique. On ne peut pas tout traiter, même si 8 heures c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. Donc en fait, on a créé un module complémentaire sur des tournages en milieu naturel et l'impact justement de la présence humaine dans les milieux naturels souvent fragiles. Donc là, on le fait avec un réalisateur qui est spécialisé dans les documentaires animaliers, mais qui est également enseignant dans une école de cinéma. Et à chaque fois, donc, on a des invités. Cette fois-ci, par exemple, on avait le responsable du bureau de tournage de Dordogne qui nous a donné un exemple très, très intéressant sur le tournage de la série Moi, une série préhistorique avec beaucoup de monde, beaucoup de costumes, beaucoup de va-et-vient dans des lieux très fragiles, des scènes qui changeaient, différents types de forêts en Dordogne, des grottes, enfin bon. Voilà, donc on a toujours des personnes qui contribuent avec des exemples très concrets. Nous avons également avec William lancé un module spécifique à l'éco-conception des décors. Donc on l'a fait pour la première fois le 23 novembre et c'était très intéressant. Là, on rentre un peu plus dans la technique des choses, même si j'avais demandé à William de ne pas être trop technique parce que la cible, c'est les directeurs de prod, donc ils ne vont jamais construire un décor eux-mêmes. Donc voilà, et donc peut-être l'année prochaine, on lancera un module sur l'impact numérique également. Donc au fur et à mesure que les connaissances avancent,
au fur et à mesure qu'on trouve justement des personnes en mesure de transmettre, on peut rajouter des modules complémentaires. Donc, au bout de ces 4 heures de parcours EcoProd, plus un questionnaire qui est très, très embêtant parce que les gens se disent « Ah, qu'est-ce que c'est ce questionnaire? J'en ai ras-le-bol. » Mais en fait, voilà, il faut faire le questionnaire, c'est une sorte de récap de tout ce qu'ils ont appris et surtout ce qu'ils vont mettre en place. C'est ça la partie la plus intéressante. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place à l'avenir? Et là, effectivement, et qu'est-ce qui sera difficile? Qu'est-ce qui sera facile? Pourquoi ça sera difficile? Comment ça sera vécu par vos équipes, etc. Donc, ça marche plutôt pas trop mal. Il y a 2 ans, quand on a démarré, je me rappelle d'avoir été obligé de relancer, etc. Maintenant, sans même envoyer l'invitation, là, j'ai déjà plein de gens pour le parcours de janvier. Donc, ça commence à vraiment monter. Et c'est une très bonne chose, mais derrière, il faut pouvoir gérer toutes ces demandes. Après, on va faire une déclinaison en région également, parce qu'il y a des commissions de films qui ont été elles-mêmes formées. Donc, en fait, elles veulent aussi travailler de manière régionale avec des personnes, enfin des professionnels qui sont sur place. OK, mais voilà, pour les modules complémentaires, j'aimerais bien que tout le monde puisse profiter d'un témoignage qui serait intéressant parce que les équipes bougent, c'est pas parce qu'on est en Rhône-Alpes qu'on ne va pas ailleurs pour tourner et c'est pas parce qu'on n'est pas en Rhône-Alpes qu'on ne va pas aller en Rhône-Alpes pour tourner. Donc, en fait, il y a des problématiques qui intéressent tout le monde. Voilà. Je voulais dire aussi que, évidemment, le temps, c'est l'argent. Évidemment, les commanditaires ne donnent pas suffisamment de temps. Tout est très urgent. Je ne sais pas si dans d'autres métiers, dans d'autres domaines d'activité, quelqu'un accorde du temps comme ça. Je ne suis pas très sûre. Mais bon, ce n'est pas tout à fait comparable. Mais j'ai vraiment envie de dire que c'est vrai que quand on fait quelque chose pour la première fois, oui, ça prend du temps. Mais quand on fait cette chose une deuxième fois et une troisième fois, vous serez d'accord, ça prend moins de temps. Donc, c'est vrai qu'au début, quand on débarque dans un truc où on se dit, mon Dieu, c'est un genre, vraiment une véritable jungle, par où je commence, et là, il y a un problème, et ça, je ne sais pas, et ça, je ne peux pas, et ça, machin. C'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Mais en même temps, ce parcours permet de rentrer dans le bain petit à petit, voir le côté management de projet, comment est-ce qu'on peut introduire ça dans une entreprise, mais enfin, nous, on ne vise pas les grandes entreprises, elles sont déjà vraiment équipées avec les directions RSE, etc. Nous, on est sur de petites entreprises, petites et moyennes entreprises, et des intermittents qui sont très importants, ce sont comme des abeilles qui butinent, voilà, ils apprennent, et après, paf, ils peuvent diffuser les bonnes pratiques partout. Mais le temps suppose pour tout le monde. Tout le monde a un problème de temps. Il n'y a pas une seule activité qui ne soit pas concernée par le temps. Ce qu'on peut faire, c'est faciliter l'accès aux connaissances pour les gens, faciliter l'accès aux bonnes pratiques qui ont marché, faire connaître les pistes qui n'ont pas abouti, avoir une bonne idée de ce qui est prioritaire ou pas. On parle de déchets, d'accord, mais il y a des déchets qui sont hyper dangereux. Ça, c'est des déchets électriques et électroniques. Une pile, ça vous contamine tout pendant très longtemps de manière extrêmement toxique. Donc, une petite pile qu'on jette après un tournage, ce n'est pas la même chose qu'une bouteille en plastique, par exemple. Donc, il y a ces connaissances aussi qu'on doit avoir par rapport aux priorités, ce qu'il faut absolument éviter. Il faut essayer de limiter au maximum ce qu'on peut faire et après, effectivement, il faut chercher des nouvelles techniques, de nouveaux produits, de nouveaux services. Je ne suis pas du tout contre l'innovation, au contraire, mais je dis simplement qu'il y a aussi un volet comportemental très important, très, très important. Et voilà. Et je te remercie beaucoup, Marina. Je pense que William complétera dans la 3e table ronde. Je me permets de t'arrêter. C'était vraiment passionnant. Donc, on voit quand même qu'on a énormément de retours d'expérience, de ressources, de personnes qu'on peut solliciter. Ce qu'il faut, c'est aussi communiquer sur tous ces experts et ces conseils qu'on peut avoir. On n'est pas seul, on n'est pas perdu. Et ce qui revient, c'est cette histoire de prendre le temps. Ça tombe bien, ça fait la transition avec la 3e table ronde, parce que moi, j'ai épuisé avec vous la durée que j'avais pour la mienne, mais je propose que le débat soit vraiment à la fin, puisque tout le monde reste présent jusqu'au bout. Et je pense que c'est
plus sympa pour les intervenants suivants qui sinon n'auront pas pu s'exprimer. Donc je te passe à nouveau la balle, Denis, le bâton à parole, et je te laisse gérer la suite du coup. Merci beaucoup. C'est gentil, mais peut-être que est-ce qu'on veut quand même donner, comme après la première table ronde, un petit mot de conclusion à chacun, le plus court possible, bien sûr, mais à chacun de ceux qui sont intervenus là-dessus. Allez, on va faire ça. Si tu veux. Alors, du coup, Laïla et Rémi, un petit mot. Il faut que mette ton micro. Écoutez, j'espère qu'on va prendre le temps de poursuivre le débat en vrai. Bientôt. Non, j'ai pas de conclusion en fait. Tout est important. Toutes les discussions qu'on peut avoir, tous les petits actes, tout est important et puis ça va être long. Mais je n'ai pas de conclusion. Je suis ravie de vous avoir rencontrés et puis on reste à l'affût. Je sens bien qu'on pourrait faire un colloque sur plusieurs journées. Il va falloir organiser ça à un moment. Avoir vraiment ce temps aussi pour ces débats. Alors, si tu veux, Manon, aussi dire un petit mot comme proposé du Ouais. Du coup, ma conclusion, ce serait effectivement, il y a plein de réflexions sur le fond qu'il faut avoir, mais je pense que, en tout cas, à Arvia, on est convaincu qu'il faut vraiment agir et agir maintenant et que c'est très bien de discuter et il faut discuter, mais il faut que ces discussions vraiment arrivent à des outils concrets et des choses qui avancent parce que, voilà, on n'a plus le temps de tergiverser. Donc, en tout cas, nous, on essaie de travailler à ça à notre échelle. Si certaines personnes souhaitent avoir plus d'informations ou pourquoi pas nous rejoindre en tant que salariés ou personnes particuliers, il n'y a pas de souci, et découvrir nos activités et on a plein de projets pour l'avenir, notamment organiser des rencontres nationales, organiser un prix pour des initiatives écologiques dans le spectacle vivant, puisqu'on n'est pas que musique, on est théâtre, danse, cirque, pas l'audiovisuel, mais le spectacle vivant. On aimerait, malgré le Covid, c'est un peu plus compliqué en ce moment, organiser des conférences avec des scientifiques, pour voir aussi un peu cette vision plus macro. Donc voilà, on a plein de perspectives. On recueille toutes les bonnes volontés pour les mettre en place et pour développer les activités. Et voilà, donc on voudrait agir et je pense qu'il est temps d'agir. Voilà ma conclusion. Merci Manon. Eh bien Marina, c'est juste oui, deux choses. C'est que tout ce que nous faisons, c'est voué à être partagé en fait. On est toujours dans un laboratoire, même si EcoProd a 10 ans d'existence, on est toujours dans un laboratoire. Et ce laboratoire, en fait, je l'ouvre à toutes les bonnes volontés. Stanislas, j'ai invité Picria, elle a suivi tout le parcours dans l'optique de voir si ce n'est pas adaptable justement aux cibles du label Prestable, par exemple. Donc, on peut adapter les choses par rapport aux besoins. Et surtout, peut-être un petit conseil, c'est que parfois, quand on commence de mettre les pieds dans cette dimension, comme je l'ai dit précédemment, ça paraît comme une jungle. Effectivement, il y a beaucoup de choses, on a envie de faire plein de choses, mais en fait, il faut vraiment bien choisir son périmètre d'action, vraiment bien choisir son périmètre parce qu'on peut très vite se perdre. Parce qu'il y a tout à faire au niveau des déchets, du transport, de l'alimentation, de tout. Et on ne peut pas tout faire. Donc, vraiment échelonner ça dans le temps et puis se focaliser sur un ou deux projets, c'est déjà très, très compliqué. Et surtout, ce qu'on commence, ce n'est que le début. Ce n'est pas parce qu'on a fait le parcours EcoProd que ça y est, on a toutes les réponses. Au contraire, et c'est ce qu'on dit au début, on ne va pas vous apporter des solutions sur un plateau d'argent. Ça, c'est un début. Après, c'est à vous d'aller chercher des choses. On vous donne des outils, plein de choses, mais c'est à vous de faire derrière. Ne croyez pas que vous en sortez, voilà, c'est bon, tout est... Non, c'est comme ça. C'est un dossier qui est comme ça. On n'y peut rien. Plus les problématiques liées aux capacités cognitives de notre humain, parce qu'encore une fois, on est quand même on est quand même formaté d'une certaine façon dès l'origine. Didier Carton parlait de Covid. Oui, on est capable de réagir vite à l'urgence. Quand il y a un feu dans votre appartement, vous réagissez tout de suite. Mais si on vous dit, en faisant cela, ou ceci ou cela, peut-être dans 5 ans, votre appartement va prendre le feu, c'est pas sûr qu'on réagisse de la même façon. Et l'écologie, c'est vrai que c'est très urgent. En même temps, l'urgence, elle n'est pas là devant notre porte. Enfin, en fait, elle est là.
Sauf qu'elle est beaucoup plus diffuse et beaucoup plus sournoise qu'un feu ou un virus. Donc, on a du mal à réagir en tant qu'être humain. Merci beaucoup. Très, très intéressant. C'est des paroles de sagesse et ça nous renvoie à nos responsabilités, mais aussi tu nous donnes un certain réalisme et voilà, c'est bien de nous proposer un chemin. Bon, Denis, cette fois, je te passe le relais. Ouais, bon. Effectivement, il y a quelques questions. On y reviendra après en groupant sur les deuxième et troisième débats avec tous ceux qui peuvent rester. Et puis, comme l'a dit Manon, il va falloir organiser des choses en commun. On n'a pas épuisé le sujet. Et comme tu l'as dit aussi. Et Marina, je sais que tu as plein d'idées pour d'autres types d'actions, déjà pour sensibiliser sur cette question-là. On avait imaginé un moment faire un jeu, par exemple, sur l'écologie dans la soirée, mais c'est pas possible facilement dans un délai de Zoom, mais on va y repenser. Alors, je vais essayer de prendre le temps de présenter, je vais laisser leur temps à chacun des intervenants de se présenter. Ils sont trois, Stanislas Surin qui est directeur de Magnum et membre du SYMPAS, syndicat d'employeurs dans la prestation du spectacle vivant. William Abello qui est chef d'éco et qui va parler d'éco justement. Et puis Alban, l'invité surprise, Alban Delval Pasquale qui représente l'association de techniciens du film publicitaire et qui va justement, ça va nous permettre un petit panorama assez divers puisqu'on embrasse aussi bien du spectacle vivant que du film de pub en particulier. On va y revenir. Par contre, je me fais une autocritique, c'est que je me suis pas rendu compte qu'on a gardé que des hommes pour le dernier débat. Et ça c'est surtout pas, j'espère, pris comme une façon de garder le moment des plus importants, quoi. Tous les débats sont importants, mais on aurait pu faire mieux. Je me permets juste de rebondir là sur l'anecdote, juste pour un truc, parce que justement, par exemple en matière d'égalité femmes-hommes, on est en train de promouvoir de plus en plus, par exemple pour les attributions de subventions publiques, la nécessité de mettre des conditions aux attributions des aides, à ce que, par exemple, le CNC l'a mis en place, les chefs de poste on encourage les chefs de poste féminins pour lutter contre le plafond de verre. C'est pas le sujet du jour, mais c'est un des sujets. Ou au niveau du Centre national de la musique, par exemple, de conditionner aussi les aides à une avancée sur ce sujet d'égalité femmes-hommes. Donc, c'est possible d'agir sur des leviers. Et le thème de la dernière table ronde, c'est quel levier on peut utiliser, chacun de son point de vue. Mais je vais commencer par donner la parole à Stanislas. Merci Denis. Je vais faire un peu la transition avec ce que tu viens de dire. Je suis vice-président du SYMPAS, mais je suis aussi ambassadeur pour l'égalité professionnelle femmes-hommes auprès du ministère du Travail. Donc c'est aussi un sujet qui est important, et je suis aussi ambassadeur pour La France une chance, les entreprises s'engagent, qui a été monté dans tous les départements français afin d'inciter les entreprises à s'engager sur l'inclusion. Le SYMPAS a créé un label social il y a maintenant plus de 15 ans pour à la fois inciter les entreprises à avoir des démarches vertueuses, et ce label social est devenu un peu un point de passage obligé pour les entreprises de notre secteur, et il a permis du coup d'avoir une certaine maturité sur certains domaines. Et il y a maintenant 8 ans, on a créé un label dont tu as parlé, Marina, tout à l'heure, qui s'appelle le label Prestal. Alors Prestal, à la base, c'est un outil RSE qui permet un peu de guider, on va dire, les entreprises dans leur démarche sur le développement durable. Mais j'ai toujours refusé, le SYMPAS a refusé qu'on aille juste sur le volet un peu environnemental ou écologique, parce qu'on trouvait ça, je veux dire, un peu trop facile. J'avais une grosse caricature qui disait je trie mes déchets, mais je paye les gens noirs. C'est pas durable. Donc l'humain, pour moi, ça doit être au centre. L'humain, c'est le centre, c'est l'épicentre de toute l'écologie, de l'environnement, et il est indissociable. Le volet social, pour moi, indissociable. La RSE, c'est l'environnement, le social et l'économie. Les choses sont indissociables. Je veux dire, si une entreprise, elle veut faire du social et de l'environnement, s'il n'y a pas d'économie, ça ne marche pas. Et réciproquement, je veux dire, donc ces trois volets sont vraiment indissociables les uns des autres. Alors, sur l'environnement, dans Prestad, on a bien sûr tout ce qui est économie d'énergie, on a le tri des déchets,
on a la gestion responsable des transports, et on a aussi tout ce qui est gestion de sécurité des produits dangereux, on a les éco-gestes, on a l'éco-conception, on a la communication responsable, on a aussi tout ce qui est réduction des émissions de CO2, on a la biodiversité. Donc ça reste assez large parce qu'on va dire la maturité, c'est quelque chose qui s'apprend au fil de l'eau. On ne devient pas, je dirais, RSE, on ne devient pas écologique du jour au lendemain. Donc ça passe par une démarche. Sur le volet social, eh bien, il y avait tout ce qui était politique RH. La prévention des risques, on en a parlé, c'est vraiment indispensable. On va dire, on doit vivre durablement et vivre vieux. Et vivre vieux, c'est travailler dans de bonnes conditions. Il y a aussi la formation des salariés, parce que c'est le parcours professionnel qui s'accompagne. Et puis, il y a le volet économique. C'est bien sûr des achats responsables, c'est aussi des comportements éthiques sur les marchés, c'est aussi la pérennisation de l'activité de l'entreprise. On ne fait pas du one-shot, et l'intégration dans un tissu économique, social et local. Alors ça, vous voyez, c'est très très vaste, mais en soi, ça répond à une démarche qui se construit au fil de l'eau. C'est ce qu'on essaie de faire avec Prestal. Et le but, c'est de montrer qu'on peut faire de la RSE en gagnant des marchés. Donc, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui est un poids. Au contraire, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner les marchés. C'est un gage de qualité. C'est aussi quelque chose qui, en termes d'image, est importante. On parle beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux de l'image. L'image, la RSE, ça participe à l'image. Et puis, il y a aussi une organisation, une entreprise, elle a besoin de se structurer. Et le fait de passer par des process, comme ça permet à l'entreprise de se structurer et d'avancer. Alors, quand on est dans une démarche, on va aller sur des labels simples, on va dire, même pourquoi pas de l'autodéclaration. Et puis après, l'autodéclaration, ça suffit, il y a besoin de passer par des phases un peu plus construites, les labels. Et puis après, si on veut encore aller plus loin, on peut aller sur une norme ISO. Mais on va dire, aucune démarche n'est critiquable. Le but, c'est d'avancer dans une démarche. Et après, plus on va avancer dans ces démarches, plus on va aller vers de la maturité. Et pour moi, c'est vraiment important de ne pas juger, de ne pas critiquer les gens. Ce qui est important, c'est de leur montrer la voie, et c'est comme ça qu'ils vont avancer. Alors, moi, le social, pour moi, c'est l'épicentre de la RSE, c'est l'épicentre de l'écologie. Et là-dessus, on a tendance un petit peu je ne veux pas dire que le spectacle n'est pas un très très bon élève, et il a tendance à dire que en fait les autres ils peuvent, mais nous on peut pas parce qu'on a des intermittents, parce que c'est compliqué. Oui, bien sûr c'est compliqué, mais on va dire rien n'est impossible. Et je pense qu'on peut faire des choses. On peut faire des choses sur l'apprentissage, on n'en fait pas assez. On peut faire des choses sur le handicap, on n'en fait pas assez. Sous prétexte que c'est compliqué, on n'y va pas. On ne fait pas assez aussi des choses sur l'inclusion. Je vais vous donner un exemple. Combien de gens savent autour de la table ce que c'est qu'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, un GEC? Est-ce que vous savez qu'il y en a 2 dans le spectacle? Il y en a 5 en Île-de-France, tout secteur d'activité confondu, il y en a 1 dans le spectacle. Donc, ça fait partie des choses qui existent, qui sont simples. Il faut juste, c'est vrai, je l'ai entendu tout à l'heure, il faut de la volonté. Il faut qu'il y ait, on va dire, des porteurs, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des salariés, qui est les porteurs de cette image. Et aujourd'hui, on a besoin aussi de la communication, on a besoin de les mettre en valeur. Si derrière, je prends un exemple, les entreprises peuvent faire des choses, mais les donneurs d'ordre sont très, très, très importants là-dedans. Si derrière, on n'a pas de donneurs d'ordre, il n'y aura pas d'écologie, il n'y aura pas de social, il n'y aura pas d'économie. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient porteurs de projets. Je prends un exemple à Paris. Paris a créé un label sur l'écologie et sur le développement durable où le social est intégré. Et maintenant, on ne peut plus faire n'importe quoi à Paris. C'est très, très bien. Donc, du coup, ça va dicter les choses. Il y a, on va dire, The Freak, qui est un collectif, je dirais, d'artistes qui s'est monté et qui a, dont Chaka Ponk est un peu le leader de ce moment, qui a fait des démarches. Donc, à partir du moment où on a des artistes, où on a des donneurs d'ordre qui donnent l'exemple, ça va suivre derrière. Mais s'il n'y a pas cette démarche qui amorce la pompe, ça ne marchera pas. Il faut donc qu'il y ait, on va dire, on parle trop souvent, je dirais, des choses qui ne marchent pas. Et on ne met pas assez souvent les choses qui marchent. Et en France, il y a des belles choses qui marchent, il y a des belles initiatives. Donc, il faut savoir les mettre en valeur, soit par des labels, soit par, je dirais, des prises de marché, ce genre de choses. Et là-dessus, il existe des choses.
Je prends l'exemple de l'inclusion. L'inclusion, c'est un sujet, moi, qui m'est cher, et aller chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi vers, pour les mettre dans l'emploi. C'est une démarche, ça demande plus de temps. Et c'est pareil pour le handicap. Mais on va dire, quand on y croit, quand on se donne les moyens, on va chercher des gens qui sont en dehors d'un spectre classique, et on va voir qu'il y a des talents. Parce que les talents, ça s'exprime par la diversité. Et la diversité, il faut arrêter, il faut un peu s'ouvrir un petit peu dans cette démarche. On arrive à aller voir les choses. C'est valable pour tous les sujets. Mais faut-il encore qu'il y ait de l'écoute? Faut-il qu'il y ait de l'attention? Faut qu'il y ait de l'envie. C'est clair qu'il faut qu'il y ait de l'envie. Et on arrivera à un peu faire péter toutes les frontières. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais ce qui est important, c'est, quand je dis ça, je suis quelqu'un d'assez enflammé, d'assez passionné par ce que je fais. Mais c'est possible, c'est possible. Moi, je suis une entreprise du spectacle, je suis prestataire de services. Je vais parler un peu chiffres et quotas, même si j'aime pas ça, parce que le social, c'est pas des chiffres et du quota. Mais c'est, on va dire, la législation qui nous le contraint. Les entreprises, à partir d'une certaine taille, ont l'obligation d'embaucher 6% de salariés en situation de handicap. Nous, on est à 8%. Donc, si vous voulez, j'ai même pas d'intérêt économique. L'inclusion, on a monté un GEC parce que c'est clair que dans notre métier, je pense que le spectacle doit être une porte ouverte à des gens. Nous, dans notre secteur d'activité, il n'y avait pas d'école au départ. Donc, on a été obligé de s'ouvrir un petit peu, on a pété les choses et on a été chercher des gens là où ce n'était pas possible. Et on s'est aperçu qu'il y avait une richesse énorme. Et donc, ça nous a permis un peu de mûrir, d'aller chercher des gens ailleurs. Et je pense que c'est tout ça. Ouais, juste si tu as une petite info sur l'écologie, puisque c'est un vaste sujet, l'inclusion, mais on peut comment pas tout traiter ce soir et qu'il y a encore 2 intervenants, si tu peux juste, pardon, de faire le modérateur, de conclure sur l'écologie, qu'on ait le temps de débattre un petit peu après. Mais comme je te dis, l'écologie, pour moi, c'est le social avant tout. Hein. Quand le titre, c'était justice sociale et écologie, c'est indissociable pour moi. Donc, quand on parle d'inclusion, c'est de l'écologie. Quand on parle de sécurité au travail, c'est de l'écologie. Quand on parle, c'est remettre l'humain au centre des choses. Après, moi, je peux te parler d'écologie. Alors, si je rentre dans le sujet économie, les économies d'énergie. Aujourd'hui, sur la technique, les projecteurs LED. Mais est-ce que la question, c'est qu'est-ce que les projecteurs LED ne vont pas créer plus de déchets? Ça, c'est encore un sujet. La gestion des transports avec la géolocalisation avec la géolocalisation des véhicules, avec, par exemple, sur aussi les fiches techniques. Sur les fiches techniques de matériel, aujourd'hui, on sait un peu la course à l'armement, alors qu'on pourrait le faire simple. Il y a plein de solutions qui existent, mais si derrière, les donneurs d'ordre ne sont pas au rendez-vous, il y aura, entre guillemets, moins d'impact. Donc l'impact, c'est quelque chose qui se discute. C'est quelque chose sur lequel il doit y avoir du lobbying. C'est quelque chose sur lequel les donneurs d'ordre doivent se pencher. Et c'est sur lequel le public doit agir. C'est tout ça. Il y a tout un lobby à faire là-dessus pour que derrière, on arrive à trouver des solutions. Mais c'est une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, elle va, je dirais, du prestataire au lieu, à l'artiste, au public. Ok. Bon, pardon de devoir demander à tout le monde d'être court, parce qu'on aurait certainement l'occasion de développer, mais notamment sur... mais chacun enverra sur son site, comme vient de le faire Marina, par exemple, pour pouvoir aller chercher des infos plus précises. Alors, William, on a déjà parlé de toi tout à l'heure et tu voulais intervenir sur le label Ecodeco. Donc, tu vas pouvoir, dans ton intervention, inclure des sujets qui auront évidemment en lien avec la première et la deuxième, c'était un découpage un peu artificiel, forcément. Très bien. Ah, c'est bon. On t'entend, ouais, vas-y. Très bien. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez d'abord pour commencer? Allô? Oui, c'est bon. Oui. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Allô? Oui, on t'entend, William, mais il y a un problème. Tu devrais peut-être couper ta caméra. On t'entend bien, mais il faudrait que tu coupes ta caméra pour que tu gardes le son. Allô? Vas-y, on t'entend très bien, ouais. Vas-y. OK.
C'est mieux. Alors, on n'est pas encore un label, mais ça sera possible quand on aura fini tout le tour de notre méthodologie, puisque nous, on tend à ça. Effectivement, le thème de l'organisation du travail est central dans toutes nos démarches, puisque c'est là où on est empêché d'avancer, effectivement. Donc, le groupe EcoDéco, il est issu en partie des deux associations de décoration, c'est-à-dire l'ADC, les chefs décorateurs, et les métiers associés du décor, le MAD, qui sont le reste de l'équipe, pour faire court. Mais pas que, puisque vous avez eu Zarka Samuel qui est intervenu. Effectivement, on a sociologues, théseux, universitaires, ingénieurs. On a essayé, on avait besoin de réponses et on les a intégrés dans le groupe collectif qui, pour l'instant, n'a pas une forme structurée, ni même en association. Ça va venir. L'idée étant surtout de mettre une feuille de route en action, et on a pu la mettre et la proposer. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on existe, à Bruxelles dernièrement, dans une de ces conventions Green Shooting ou Green Scream ou autre. Je ne me rappelle plus exactement du... Désolé pour ceux qui l'organisaient, mais c'était très bien. Bon, donc nous, nos 5 axes, ils sont clairs. On a commencé par quelque chose qui historiquement était déjà dans nos gènes, puisqu'on participait avec EcoProd aux fiches techniques de la déco, bien évidemment. Et là, déjà, on avait fait un premier groupe où on avait même une polytechnicienne, des réalisateurs et bien sûr l'équipe déco. Et ce premier axe est le questionnaire, qu'on n'ose pas appeler sondage, bien évidemment, mais qui en est un, puisque sinon on n'aurait pas eu un sociologue pour le constituer, et auprès des équipes. C'était l'idée d'être toujours près des équipes, parce que quand on a fait les fiches de recommandation pour EcoProd, on a été démarcher les équipes. Bien. Et là, c'est toujours d'avoir ce questionnaire. Il sera bientôt fini, comme là, on l'a lancé depuis 3 semaines, il a fallu du temps, et c'est 52 questions autour, bien sûr, de nos pratiques à venir ou des volontés d'envie de pratiques à venir. Voilà. Ça nous permet de faire une espèce d'audit, et au fur et à mesure qu'on le faisait, qu'on constituait les questions, comme on commençait des petits tests de réponses, par exemple dans les ateliers de construction, ça nous a permis tout de suite de mettre bien les axes sur les 4 autres thématiques qui sont par exemple le test, les tests. Donc on pourrait penser à une matériothèque qu'on pourrait faire en ligne. On a donc sur les produits de remplacement, on peut les appeler comme ça, et sur 200 tests, enfin un peu plus de 180, on a donc depuis 2 ans, vous pouvez imaginer, on en a trouvé une trentaine qui répondaient à des choses importantes, qui étaient le coût, bien évidemment, et le temps de mise en œuvre. C'est-à-dire, effectivement, on pense tout à fait qu'on a besoin d'un temps de mise en œuvre supplémentaire, et nous, on pense plutôt par rapport à ces tests qu'on a faits, qui étaient pas que des tests de matériaux, mais aussi des tests concernant les organisations potentielles. Et donc là, on avait vu que le séchage était problématique, puisqu'aujourd'hui, nous, on a des peintures qui sèchent en 20 minutes, hein, dans l'audiovisuel, le cinéma, la publicité, même le documentaire fiction ou le flux, les émissions de télé. On a besoin de produits très performants. Et ces produits très performants, évidemment, ont des sécatifs terribles, des polymères puissants et qui agissent d'ailleurs aussi sur la santé, c'était un axe très fort. Et on en a quand même trouvé une trentaine qui peuvent être des remplacements très importants. Donc, que ce soit en peinture, en sculpture, en matirage, en formage et même en construction tout court et voire en quincaillerie. Voilà, puisqu'on a découvert qu'un clou était moins polluant qu'une vis. Vous voyez, on était assez loin. Bien. Alors, ces tests-là, on les avait présentés donc il y a 1 an. On a commencé ça il y a 2 ans. On a présenté tout ça lors du stand au Forum Production l'année dernière. Ça a été un franc succès. On avait les matières sur place. Donc, on n'avait pas que les décorateurs qui sont venus. Hein, on a eu aussi d'autres secteurs, des institutions, des communes de communes, les régions, les commissions du film. Et donc, on a pu délivrer cette cartographie des matériaux
Et on a fait d'ailleurs, en parlant de cartographie aussi, un site où vous pouvez savoir la benne. Alors tout ça existait un petit peu, mais nous on en a un où si vous êtes à Knokke-le-Zout, vous savez où vous pouvez mettre vos pots de peinture. Donc tous ces petits outils font partie des tests, puisque aujourd'hui on peut les mettre en grandeur nature dans les mois ou semaines qui viennent. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on a quand même beaucoup avancé grâce à ces laboratoires qui nous permettent de monter une méthodologie, puisque c'est notre but. Et le troisième axe, et on en a parlé ici, c'était évidemment la formation. Parce qu'on parle d'éco-managers, c'est très bien, nous on appelle ça les béquilles du tournage ou de la préparation. Et c'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui est Deus Machina et qui vient faire le travail à votre place, et c'est une bonne chose. En régie, on n'a pas le temps, en régie générale, d'avoir les gestes éco-responsables. Donc, on prend une entreprise ou quelqu'un qu'on salarie pour ça, et il vient pallier, il vient soutenir l'équipe. Ce qui est une bonne chose, parce que l'équipe, OK, il peut y avoir un éco-référent dans chaque équipe, dans chaque département, à la lumière, au son et à la décoration, mais c'est un poste en plus. Or, on sait très bien que nos financements, enfin nos budgets ne sont pas extensibles. Donc, pourquoi pas? Pour nous, c'est une transition. Après, on est plus sur l'éco-conseil, c'est-à-dire qu'à chaque département, donc on est une personne effectivement formée qui irait sur plusieurs films et qui pourrait, en amont, à la création, sur plan, déterminer des gestes verts ou des méthodes de travail. Donc, c'est très bien. Pour nous, c'est un moyen terme, ça. Mais par contre, sur le long terme, ce qu'on réfléchit, c'est bien sûr de concentrer pratiquement, je dirais, tous les stages existants et en élaborant un cours, un apprentissage que nous, on appelait ESSOR, alors qui est écologie, santé, sécurité, organisation et responsabilité du travail. Donc à peu près tout ce qui a été souligné dans cette soirée. Et ça, c'est quelque chose avec Marina qu'on essaye de faire évoluer, mais on sait que, étant donné le sujet large, c'est au moins 5 jours de stage. Ça ne se fait pas en 2 jours. J'en ai parlé aussi à Didier. On est toujours, grâce à notre sondage, grâce au test, on arrive à nourrir cette formation. Et je pourrais dire qu'on est peut-être au milieu du gué, j'en sais rien, on est peut-être en train de nager avec un tuba, mais en tous les cas, on avance et c'était notre troisième axe. Le quatrième axe, parce que c'était que des actions concrètes qu'on voulait faire. On avait fait des actions de recommandation dans les années à venir, et là, on s'est dit non, maintenant, c'est des actions concrètes. Quelles sont les choses presque entrepreneuriales à faire? Et on s'est aperçu que sur tout ce qui était fin de tournage, c'était hallucinant. Moi, j'ai un atelier de 800 mètres carrés dans lequel j'accueille les équipes. Je peux vous dire, je n'achète pas de ramette de papier, j'achète rien. C'est-à-dire que je suis autosuffisant avec tout ce qu'on me laisse. Et bon, j'ai 3 tournages en moyenne par trimestre, 1 par mois. Enfin, ça ne se passe pas comme ça, c'est plus mélangé. C'est hallucinant tout ce que je peux récupérer au cours de l'année, des costumes d'époque, enfin, il y a de tout. Bien. Donc, c'était réhabiliter le stockage et avoir après une dimension très technique qui est en route, qui est le répertoire. Alors ça, moi, j'ai connu le répertoire pendant la moitié de ma carrière, une bonne vingtaine d'années, j'ai travaillé avec des répertoires, ce qui nous permettait d'aller très, très vite pour monter des décors. Et évidemment, on réutilisait les mêmes feuilles décors standards. Donc, elles étaient louées par les studios. Les studios ont préféré faire des hôtels ou des parkings ou des supermarchés. Bon, l'outil de travail du répertoire a été perdu. Et individuellement, oui, on a chacun 100 mètres, 200 mètres carrés. Donc, on tente une mutualisation et surtout, en allant vers les grands chefs constructeurs, alors grands chefs constructeurs qui font des grosses constructions, on a commencé à travailler sur l'épaisseur des feuilles. C'est-à-dire que si tout le monde sait, c'est l'histoire de l'agrafeuse qui n'a pas les mêmes agrafes, nous, ça y est, on voudrait faire une agrafeuse où ce soit tout le temps les mêmes agrafes. Bien. Donc, l'épaisseur de feuille, aujourd'hui, on l'a déterminée à 78 mm, c'est-à-dire un contreplaqué de 8 mm et un battant de 70 mm, c'est qui nous fait 78. Tout le monde fait ça et c'est bon. Je ne pourrais pas te laisser rentrer autant dans le détail. D'accord, je continue. Très bien. Non, je t'en prie. Et le 5e. Bon, voilà. Mais ça, c'est très important parce que ça permet de mutualiser vraiment quelque chose. Sinon, s'il n'y a pas de normes, si on n'est pas normatif, eh bien, on ne pourra pas enseigner une technologie du durable et des circuits courts. Voilà. Alors après, le dernier point, le 5e azimut, c'est le tri
le recyclage avec le traçage d'ébène, alors que ce soit en studio ou en décor naturel. Là, on s'est aperçu qu'on avait une difficulté qui est un espèce de ping-pong qu'on a avec les personnes qui s'intéressent le moins à l'outil de travail, c'est-à-dire les producteurs, et encore moins les syndicats pour l'instant. On aurait bien aimé les avoir à cette soirée. Les syndicats de producteurs, ils vont y venir certainement, on imagine. C'est qu'effectivement, par rapport au tri au recyclage, c'est-à-dire simplement poser 3 bennes différentes à la sortie d'un décor ou une fin de film, eh bien, qui paye ? C'est le studio, alors c'est une prestation, c'est le producteur. Donc on en était là, et en regardant, on voyait que pourtant, quand on voit les lignes des budgets CNC, c'est très clairement fait, il y a une attribution, démontage et finition. Donc on pouvait parfaitement travailler sur cet axe-là. Voilà pour les 5 axes. Sur ces lignes de budget du CNC, il faudrait qu'on les soit mieux définies pour que, quand on rend des comptes sur ces financements, eh bien, ça soit clairement établi que le circuit des bennes et le suivi des bennes a été fait. Voilà, alors j'ai plus que 10% de batterie, donc j'ai été très très court, ce qui est très rare. Je vous en prie, à vous. Voilà. Ouais. Merci William. Alors, dernier intervenant avant que je lance des 2-3 questions, et on devra bientôt arrêter quand même, parce que ça fait 2 heures qu'on est connecté, mais donc Alban, et je te laisse te présenter tout de suite. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Alban Nelva Pasquale. Je suis représentant d'une toute jeune association qui s'appelle l'ATFP. Il y avait l'APFP, qui était l'association des producteurs du film publicitaire. Et nous avons souhaité créer l'ATFP, l'association des techniciens du film publicitaire. Cette association, elle représente à peu près, elle a été créée pendant la pandémie, enfin à la fin du premier confinement. Elle représente entre 150 et 200 techniciens maintenant. Il suffit d'avoir travaillé sur 2 films publicitaires dans l'année pour y adhérer. Et on a à peu près 50 à 60, je crois, les derniers chiffres, presque 60 directeurs de production. Donc, moi, j'aime bien reprendre l'idée de Stanislas, là, que Stanislas a évoqué tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'écologie sans social. Si nous avons créé cette association, c'est aussi dans une visée d'être tous les techniciens du film publicitaire ensemble et donc d'essayer de donner des pratiques vertueuses à des sociétés qui, des fois, le sont plus ou moins. En tous les cas, de les aider, de les inciter à aller vers ça. À travers ça, j'ai envie de dire que la pandémie nous aide. La pandémie a du bon sur certaines choses. Déjà parce qu'on peut voir qu'elle a fédéré des pays, des gouvernements différents pour aider à sauver des gens. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez. On ne voit pas assez les choses positives. Mais nous avons sauvé des gens dans le monde parce que des gens très différents se sont unis. Et nous, on essaye d'unir des gens très différents, c'est-à-dire des marques et des artistes, c'est-à-dire des acteurs de l'économie pour aller développer un volet social, un volet écologique, un volet artistique. On fait partie des gens qui croient qu'il n'y a pas que l'eau, que l'air, que la terre à partager, mais il y a aussi l'argent. Voilà. Non, Alban, je vais te demander de rentrer un peu plus précisément sur ce que vous promeuvez avec le label. Alors, ce qu'on promeut, alors après, du coup, on a lancé un label. Aujourd'hui, on a lancé une idée de label écologique et social, dont l'idée, en fait, est de relocaliser les tournages en France. On a aujourd'hui 60% de la masse monétaire de la publicité qui part à l'étranger. Et qu'il y ait la pandémie ou pas, elle continue à partir. On a des confrères aujourd'hui qui continuent à tourner à l'étranger. Et la pandémie n'arrête pas ça, parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de technologie qu'on a, on peut encore tourner à l'étranger. Donc, du coup, nous, ce qu'on souhaite, c'est relocaliser 400 000 jours d'indemnisation chômage qui n'existeront plus en France parce qu'elles seront rattrapées par 200 heures de travail supplémentaires pour 18 000 artistes et techniciens. Et comment on fait ça? En relocalisant 1100 jours de tournage en France. Pour relocaliser ces 1100 jours de tournage, ce que propose le label, c'est 6 points importants pour qu'une société ait le label et donc que la société commanditaire puisse avoir ce label. Il faut que la société de production ait les 6 points d'agrément. Premier point d'agrément, c'est toutes les journées de tournage en France.
C'est-à-dire qu'une société, une marque comme Renault, comme Peugeot, comme Citroën, excusez-moi, je cite que des marques on peut citer des marques de vêtements, hein, ce que vous voulez, mais une société, en tous les cas, si elle veut avoir le label France, il faudra qu'elle tourne tout en France. Pas la moitié, pas un petit peu, c'est tout en France. Il faudra qu'elle dépense un minimum de 80 000 euros. Pourquoi? Parce que 80 000 euros, c'est le minimum pour nous pour pouvoir payer les gens au tarif syndical selon la convention dans une publicité classique. Il faudra qu'elle ait des cadres collaborateurs de création français ou européens pour éviter évidemment toutes les pratiques d'évasion fiscale. Il faudra aussi que des dépenses en industrie soient localisées en France et il faudra aussi que la société publie son Carbon Clap. On fait partie de ceux qui souhaiteraient aussi voir évoluer le Carbon Clap avec la prise en compte des dépenses numériques, évidemment, qui aujourd'hui ne sont pas forcément prises en compte par le Carbon Clap. Peut-être qu'à terme, ça peut être un Carbon Clap européen. En tous les cas, pour avoir ce label France, il faudra publier son Carbon Clap auprès de journaux spécialisés ou non spécialisés pour que le consommateur puisse s'en emparer. Enfin, une fois qu'on a réussi à faire tout ça, il faut agir sur le prix, en effet, des publicités, le prix des tournages. Et pour ça, on réclame pour les sociétés qui auraient le label France, l'extension du crédit d'impôt aujourd'hui qu'il y a dans le cinéma aux films publicitaires, considérant qu'on fait aussi des œuvres, considérant qu'on doit aussi essayer d'upgrader le niveau artistique des films. Et pour upgrader ce niveau artistique, il faut un petit échange par rapport à cette extension du crédit d'impôt. Mais cette extension du crédit d'impôt, les sociétés qui auraient le label France doivent le redistribuer en partie à hauteur de 10% de ce crédit d'impôt, c'est-à-dire 3% des dépenses éligibles, dans des fonds destinés à des commissions, soit pour aider la jeune création, soit pour aider toutes les entreprises d'action écologique et responsable du secteur. Je pense par exemple à des ressourceries qui manquent d'un petit peu de moyens et qui ont besoin de faire des photos, par exemple, de canapés, de matériaux qui peuvent être réutilisés sur des tournages, mais il faut quelqu'un pour répertorier ça. Des fois, il y a une municipalité qui donne un lieu, mais il n'y a pas forcément l'argent pour payer un salarié. Et bien voilà, si la publicité peut contribuer un petit peu à ça, c'est ce que nous souhaitons. Nous sommes actuellement en train de parler tous ensemble et pas d'une voix seule, puisque beaucoup de syndicats ont voulu s'associer à cette idée. Et on remercie d'ailleurs Denis et tous les autres syndicats d'employés, évidemment, syndicats de salariés, donc, mais aussi syndicats de producteurs, aussi Film France, aussi petit à petit le CNC qui s'associe à nous. Et l'idée, c'est d'aller dans cette voie-là. Et si vraiment ça ne passait pas à travers ce crédit d'impôt, c'est d'aller jusqu'à un principe un peu de, je vais dire, taxe Tobin carbone, taxe carbone, ou un petit peu, où on va dire, OK, les entreprises qui n'ont pas le label France, celles-ci, lorsqu'elles demandent leur agrément à la RPP, excusez-moi pour le côté très technique, la RPP, c'est l'agence qui autorise ou pas qu'une publicité soit diffusée en France. Si elles n'ont pas le label France, la RPP serait obligée de dire à la chaîne de télé, voilà, cette publicité n'a pas le label France, donc cette publicité doit contribuer à une écotaxe pour réalimenter le système. Voilà, en gros, on mettra avec Denis peut-être en ligne sur le site, sur un site, les principes, où vous pouvez me le demander, ou Denis, vous pouvez transmettre le mail, évidemment. Oui, tu peux déjà mettre le lien vers votre site dans le Zoom pour que chacun puisse déjà en profiter dans ceux qui sont là. Alors évidemment, ce qu'on vient de dire là, j'ai fait un petit peu exprès, nous avons fait un petit peu exprès, le groupe qui avons organisé ce débat, y compris de dire qu'il y a des choses qui grattent. Hein. Je ne suis pas sûr que du côté de la CGT, on sera d'accord pour un crédit d'impôt sur la publicité, mais ça vaut le coup d'en débattre. Et de même qu'avec Stanislas, on est très content de débattre et on n'est pas forcément toujours d'accord quand on parle de relations sociales et des conventions collectives. Mais au moins, on est d'accord que sur tous les points qui viennent d'être abordés, et dans les premiers et deuxièmes débats, c'était pareil, on a une préoccupation commune, que ça peut plus être juste un petit peu de verdissement de nos préoccupations, quoi. C'est une question centrale. Donc, il y a des solutions qui méritent débat.
Est-ce que c'est des labels comme celui de la Prestal qu'a décrit Stanislas? Est-ce que c'est le label Film France dont tu viens de parler, Alban? Il y a des solutions, ce qu'a développé William, puis c'est beaucoup de choses qui ont été mises auparavant. On voit que, je vais essayer de faire court pour essayer de résumer sur certains points. Bon, ce qui me frappe quand j'écoute William, par exemple, c'est que ça s'est fait entièrement bénévolement. C'est-à-dire que c'est le travail de techniciens, de gens de la déco qui se sont mis à regarder jusqu'à un travail technique extrêmement poussé, qui est du niveau de l'ingénierie. Manon, je crois, oui, je crois que c'est Manon dans la deuxième table ronde, qui parlait aussi de contact avec des chercheurs. Donc cette question-là, si c'est une question d'un niveau professionnel, ça nécessite que ça soit pris en compte. C'est-à-dire du bénévolat sur ces questions-là, c'est particulièrement militant, mais ça mérite effectivement qu'on voit à quel niveau on peut avoir des budgets pour ça. C'est au niveau comment la profession en général a des budgets pour faire avancer l'étude, parce qu'à un moment ou à un autre, ça prend une ampleur très importante. Donc, les questions des pouvoirs publics, c'était cité, il y a l'État, mais il y a différents opérateurs, on pense au CNC, au CNM. Ça a été tout à fait juste de dire qu'on a des opérateurs locaux, des collectivités territoriales, par exemple, qui peuvent agir. Ça a été cité par Stanislas sur le fait que si la mairie de Paris impose des normes, eh ben, ça permet aussi que ça s'impose à tout le monde, à ceux qui le veulent ou qui ne veulent pas, ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent faire avancer les questions, et à ceux qui pourraient jouer une concurrence déloyale s'il n'y a pas cette imposition des normes. Donc, ça rejoint aussi ce qu'on dit sur les conventions collectives. Par exemple, entre nous, en tant que salariés, ou sur l'allongement des contrats de travail, et aussi sur des contrats à durée indéterminée pour l'activité permanente des entreprises. Donc, c'est toutes ces questions-là. Donc, du coup, évidemment, je ne vais pas pouvoir imaginer tout un plan de travail, et nous-mêmes, on est en train de le construire dans nos revendications, la transformation du monde. Mais en tout cas, on a déjà identifié qu'on va devoir s'adresser à plusieurs en direction des pouvoirs publics, peut-être de façon parfois séparée quand on aura des opérateurs différents, que c'est le cinéma ou le spectacle vivant, par exemple. Mais il va falloir se revoir avec un certain nombre d'ateliers qui se déclineront sur différents thèmes. C'est pour ça on sait qu'on a la limite de cette soirée, c'est le côté fourre-tout, où on aborde plein de choses. Il va falloir qu'on se donne des rendez-vous sur des thèmes précis. Et puis, je terminerai sur 2 points. C'est la question des formations. Donc, ça se finance. On a réussi, en l'occurrence, depuis peu, à sauver la prolongation de l'accès à la formation du côté de l'AFDAS. Il commence à y avoir des stages dans ce domaine-là. Donc là, c'est un sujet sur lequel on peut travailler. Nous avons la présidence, vice-présidence en alternance de l'AFDAS, donc on peut y faire bouger des choses. Et puis sur le rallongement des temps de travail, c'est quand même à contre-courant. C'est quand même le contraire de ce qu'on est en train de voir, notamment pour les intermittents depuis des années, la condensation des contrats de travail. Donc là aussi, là encore une fois, on est d'accord sur le fait que social et écologie sont intimement liés. Voilà, je pourrais développer, mais je vais m'arrêter là. Il y a peut-être encore quelques questions et j'imagine qu'on est tous en vie. Je vois qu'il y a un peu moins de participants de cesser bientôt la visio. Alors, je crois que, par exemple, il y avait Laurent Voiturin qui avait une question et Benjamin Croisy ensuite. Est-ce que, Laurent, tu es encore là? Oui, ça y est. Je mets la vidéo, pas nécessairement. Oui, la question que j'ai posée, c'était est-ce que nous, en tant que syndicat, on ne pourrait pas, au-delà des recommandations, des bons comportements, enfin, au-delà de ce qui est souhaitable et tout ce qui a été évoqué là, est-ce que nous, en tant que syndicat, on ne pourrait pas militer pour la mise en place d'une instance qui serait capable d'évaluer le bilan carbone d'un spectacle, d'un festival, d'une salle de spectacle, et que ça ait des conséquences contraignantes. Qu'on n'en soit plus à l'incitation, mais qu'on soit à la norme, et que quand cette norme n'est pas respectée, là, il y a des sanctions. Parce que on voit bien, à travers les échanges que nous avons pu avoir et qui étaient très intéressants, que nous avons tous conscience de l'urgence climatique, et je crois que nous avons tous conscience qu'il faut passer la vitesse supérieure. Donc, moi, je serais favorable à cela.
Effectivement, on y vient un petit peu, on y vient effectivement là-dedans, et c'est même ce qu'a dit Stanislas sur des normes. Maintenant, il faut les construire effectivement, et ça peut être un objet de négociation, absolument, déjà entre employeurs et salariés, et avec les pouvoirs publics. C'est tout à fait juste. Est-ce qu'on m'entend là? Benjamin. Ouais, William? Oui, non, simplement, il y a quand même des choses assez simples qui existent, enfin en tous les cas dans l'audiovisuel, enfin surtout dans la fiction et le cinéma, c'est que 60 à 70% des financements de nos budgets sont, disons, ce sont des financements, je dirais, presque institutionnels, de Sofica, Cosifa, COSIP et autres CNC. Donc, je pense que c'est là où il faut jouer. Vous avez des budgets types, et dans ce budget type, il y a des actions, des temps de préparation, des fins de tournage à mettre en œuvre, et on veut savoir combien de zéros il y a, enfin, quel est l'argent que vous avez mis dessus. Moi, je milite, j'emploie ce mot-là, pour que tout simplement ce qui existe déjà, on l'active. Simplement, changeons les lignes. Quand je vois que la ligne du CNC 5225, c'est incinération, je me dis, de quelle année ça peut dater? Mettons tri, mettons recyclage. Il y a des choses simples qui pourraient s'activer, qui sont des leviers qui se font très rapidement, mais je ne sais pas pourquoi, c'est très lent à les mettre en route, personne n'en parle. Bon, là, je suis dans les locaux de la CST et on essaye justement d'avoir ces remontées de lignes simples d'action qui sont, voilà, il y a ça, et ben, on change juste la ligne, on met les mots d'aujourd'hui, on essaye de réactualiser notre façon de travailler, mais dès le financement. Et que ce soit du bonus, ce n'est pas une histoire de bonus ou de malus, ça peut-être qu'il faut en venir là, comme disait Alban, puisque c'est son label de qualité ou d'excellence, je le sens un peu comme un malus, moi, mais ça peut être très, très actif et très, très bien de le faire aussi, j'en sais rien, il faut en discuter. C'est que déjà, c'est comme les stages. Quand on a vu tous les stages qui existent, on s'est dit, mais il suffit de les réunir dans la même semaine et on fait vraiment quelque chose. C'est très, ça part un peu dans tous les sens quand on voit toutes nos interventions. William, ton son est de plus en plus faible, on t'entend assez mal. Je dis que il y a déjà, regroupons ce qui existe, et par exemple, une des premières choses qu'on a fait nous à Ecodeco, c'est une cartographie de toutes les interventions qui existent tous les jours, et des fois en même temps, et c'est quelque chose qu'on surveille, c'est-à-dire toutes les initiations qui sont faites se croisent, mais ne s'entrecroisent pas, et ça, c'est un travail, effectivement, je pense que les syndicats ont quelque chose d'intéressant à faire sur ces réunifications d'initiatives. Voilà, ça peut être. Il y a un sensé aujourd'hui où on peut, il y a une première marche à monter qui est celle-là, qui est de synthétiser tout ce qu'on est en train de faire. Et nous, en tous les cas, on essaye de ne pas créer d'autres identités, d'autres entités de volonté écologique. Même si, par exemple, celle de la pub me paraît très bienvenue parce que c'est un très bon laboratoire pour nous, la pub. Ça dure très vite, ça pollue beaucoup. Ça dure peu et ça pollue beaucoup. Donc, c'est formidable. On va pouvoir appliquer des méthodologies et voir ce que ça donne. Voilà. Tu peux réagir, Denis, s'il te plaît. Oui, alors juste, il y avait deux. Je vais juste prendre un dernier tour de questions et puis on va pouvoir réagir. Donc, je crois qu'il y avait une personne, Benjamin, qui a demandé la parole et Joachim, chacun très vite, et ensuite Marina, et je vous proposerai de faire un petit mot de conclusion très très rapide pour les dernières tables rondes. Oui, très vite. Bonsoir Benjamin, je suis régisseur et éclairagiste dans le spectacle vivant à Grenoble, principalement dans la danse. Je fais pas mal de tournées, alors on sait que la lumière, c'est vraiment un poste particulièrement énergivore. Voilà, et on nous dit, oui, c'est quand même difficile de prendre comme alternative les LED et tout un tas de matériel vachement moins énergivore. Alors ça se discute. Ce qui est certain, c'est que ce matériel-là n'est pas entré massivement dans les théâtres, ça c'est certain. J'ai entendu dire, alors vous me confirmerez ça, vous me l'infirmerez, que la lampe halogène devrait être interdite dans les théâtres à la fin de l'année prochaine, qui est un temps extrêmement court. C'est du matériel qui est extrêmement onéreux, c'est ce qui explique peut-être pourquoi on ne l'utilise pas beaucoup, parce que c'est encore en train d'être développé. Hein. Le son a beaucoup d'avance par rapport à ça, mais la lumière est très, très, très en retard. Je vous rappelle qu'on met encore du plastique coloré sur les projecteurs pour changer la couleur, quoi, hein, d'accord ?
Donc, on en est là. Donc, il y aurait quelque chose à faire, mais je pose la question, comment on fait pour financer le remplacement du parc lumière dans toutes les salles? Moi, à ma connaissance, il n'y a pas ou quasiment pas de salles, quelle que soit leur taille, qui soient équipées pour remplacer le traditionnel de manière efficace. Et deuxième question que ça pose, comment on fait pour assurer l'emploi des gens qui ne sont pas formés à ça? Parce que ça va être, vous savez, l'intermittence, hein, c'est un marché. Hein. Quand quelqu'un est plus efficace, purement et simplement, on l'écarte. Voilà, c'était juste ces deux choses que je soumettais à votre réflexion. Merci. Formation continue, déjà, pour la dernière question. Formation continue à AFDAS, déjà, c'est un point. Alors, Joachim, très court, et Marina ensuite, pour qu'on puisse conclure. Oui, je voulais d'abord remercier vraiment tous les intervenants, parce que c'est assez passionnant et ça va nous donner beaucoup de pistes de réflexion et probablement qu'on va revenir, quand je dis nous, c'est côté Fédération Spectacle, vers vous pour engager des dialogues plus bilatéraux parfois, pour avancer sur certains sujets. Mais j'en viens au point sur lequel je voulais réagir. Je crois que c'est William qui parlait du fait que dans son atelier, il n'y avait pas besoin d'acheter des rames de papier, etc. C'est-à-dire tellement il y avait de choses laissées. Comment on peut envisager la fin de vie des matériaux, en particulier sur des tournages ou des tournages de pubs, voire même des productions? Il y a une filière qui existe, qui est celle des ressourceries. Et il ne s'agit pas seulement de flécher ce qui reste vers des ressourceries, ce qui est une solution, mais c'est peut-être aussi une piste pour nous, les différents acteurs, d'aller à la rencontre de ces acteurs-là. Parce qu'il y en a de nombreux, ils ont différents territoires et dans différents domaines. Certaines ressourceries sont spécialisées pour essayer de voir comment eux fonctionnent et comment nous, on peut les alimenter avec ce qui est nos déchets. Voilà, un petit peu la piste de réflexion. Je peux répondre, puisqu'effectivement, dans le 4e axe, vous avez donc le système entrepreneurial ou associatif, enfin trouver des structures d'accueil pour nos fins de film. Et il y a une ressourcerie référée par le REFER, sans faire de jeu de mots, qui s'appelle la ressourcerie du cinéma, qui a quelques semaines, qui pour l'instant est à Bagnolet. Et donc, on commence effectivement à mutualiser et à mener nos fins de films, pas seulement chez moi, mais dans cette ressourcerie. Ça a été une des 5 actions. Il y en a 3. Enfin, en vérité, il y a une ressourcerie avec 3 entreprenants qui sont les deux portes, la ressourcerie du cinéma elle-même et Harlem Matériaux. Donc ça, c'est absolument en route. En 2 ans et demi, on a pu le concrétiser. Alors, Marina, vous voulez la parole, et puis après, je laisserai la parole pour conclure. Alors, on peut considérer, William, que tu as déjà conclu, mais je laisserai la parole. Je vais juste mettre le mail pour ceux qui sont intéressés par la ressourcerie. Et puis voilà. Ouais, super. Ça marche. En fait, je voulais réagir à ce que disait William par rapport au CNC et la ligne 52-25. William, c'est ça? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que l'agilité et la rapidité de petites équipes, sans doute des bénévoles, comme tu disais, Denis, mais des volontaires un peu beaucoup parfois militantes, est beaucoup plus importante que les institutions. Moi, je le vois même par rapport à mon entreprise. Je veux dire, le temps que la décision soit prise, etc., les entreprises, les institutions sont lourdes. Donc, en fait, c'est vrai que William, moi, Alban et d'autres, Stanislas, on a les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on peut agir beaucoup plus vite parce qu'on est justement dans un circuit qui le permet, en fait. Après, c'est vrai, William, que toi, tu parles de tout ce qui est conception de décor et tu dis pourquoi cette ligne est ainsi écrite. Sur la biodiversité et le respect, justement, des milieux naturels en tournage extérieur, il n'y a rien non plus. Voilà, il n'y a aucune éco-conditionnalité au CNC, donc ce n'est pas que ça. Sur le carbone, d'après ce que j'ai compris, le CNC va instaurer le principe d'utiliser un calculateur carbone, probablement celui de Decoprod, dont CNC fait partie.
pour décembre l'année prochaine pour que les émissions déjà générées figurent dans le générique du film. On est sur ces temps-là, c'est-à-dire que dans un an, les producteurs seront obligés de dire ce qu'ils ont généré comme CO2. Et peut-être dans une étape ultérieure, peut-être, sans doute même, de lier ça à une sorte d'éco-bonus pour arriver un jour à un éco-malus, en fait. Donc, ça va progressivement et ça va lentement quand il s'agit d'une institution. Elles sont toutes pareilles, je dirais, plus ou moins. Voilà, donc il faut tenir compte aussi de ces réalités par rapport à ce que disait Joachim, oui, par rapport aux équipements, etc., qu'il faut changer. C'est vrai qu'on a vraiment, en plus de la formation, on a vraiment besoin d'une veille technologique parce que les choses avancent très vite. Et moi, je vois que, par exemple, il y a beaucoup de propositions qui arrivent. Est-ce que tu as entendu parler de ci, de ça, de machin, le véhicule utilitaire à hydrogène, machin. En fait, il faut vraiment qu'on ait une compétence pour évaluer ces potentialités. Et on l'a quelque part, mais tout est très diffus, en fait. Donc, voilà, il y a des terrains qui ont été plus ou moins consolidés, d'accord ? Et il y a d'autres terrains, je vous dis, c'est une histoire sans fin. Ce n'est que le début, c'est une histoire sans fin. Peut-être qu'on arrivera vraiment à avoir les pieds sur du terrain stable d'ici, je ne sais pas moi, peut-être 20 ans. Vous me direz, d'ici 20 ans. Non, mais c'est vrai, c'est très compliqué en fait, parce que ça avance très vite. Il faut suivre l'actualité, il faut suivre la réglementation, il faut suivre la techno et en même temps construire des choses sur les constats, à partir de constats qu'on fait au quotidien. On se dit, mince, mais là, alors, qui va m'aider? Et là, etc. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Alors, je sais qu'on est un peu frustré, mais il est déjà... on a déjà commencé il y a plus de 2h15, donc une toute petite conclusion. D'abord, Alban, si tu veux bien faire vraiment très court, et je laisserai un mot de la fin à Stanislas aussi. Moi, le mot très court, c'est qu'il y a plein d'espoir, surtout de vous entendre tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on continue à tâtonner. Je voulais quand même dire un mot témoignage, c'est que je viens de faire une pub, je suis très heureux avec que des bagnoles écologiques, enfin énormément en tous les cas, à part un camion qui est monté de Paris, on n'a pris que des autopartages. C'était la première fois, on a eu des galères pour les récupérer, etc. Mais l'autopartage, c'est carrément possible. Des trucs 100% bio, recycler tout, se poser la question à chaque fois qu'on prend un meuble, d'où ça va terminer, c'est possible, et même dans des publicités. Voilà, donc moi je suis plein d'espoir, je vous remercie tous, tout le débat était hyper enrichissant et voilà, et merci à tous. Alors, Stanislas, un mot de la fin aussi, comme on est parfois en négociation, du coup, comment on va faire pour rallonger les contrats, par exemple? Tu parlais du temps de travail? Non, moi, je vais juste revenir à Benjamin là, sur la lumière. Je pense que déjà, c'est vrai que s'il y a des théâtres qui ont malheureusement peu investi et ils se retrouvent un petit peu au pied du mur, c'est vrai que ça va être compliqué pour eux, mais je pense qu'il faut solliciter éventuellement des subventions pour cette mutation écologique. Après, au niveau des emplois, je pense que dans le secteur du spectacle, il y a, on va dire, notamment chez les prestataires, pas mal de nouvelles technologies. Nous, c'est clair que les projecteurs à filaments, on a abandonné ça il y a plus de 10 ans. Donc, on a commencé notre mutation au fil de l'eau. Et que si sur ces nouveaux produits, il y a, on va dire, l'expérience terrain qui est bien sûr qui est intéressante. Il y a bien sûr les formations. Mais je pense que là-dessus, on peut trouver, on va dire, en se diversifiant par la nature de ces employeurs, essayer de trouver un peu des ressources techniques pour aussi avoir notre propre mutation métier. Voilà. Après, par rapport à un point de vue général, je pense qu'il faut défendre les labels. Là où vous avez vu 3 exemples de labellisation, il faut les défendre, il faut savoir les mettre en avant.
c'est là où peut-être on n'est pas assez bon en termes de communication. Il faut aussi peser au niveau des donneurs d'ordre pour qu'ils puissent… alors, moi, je ne suis pas trop un grand fan de la contrainte, mais si on est… Ou alors amener les gens vers la contrainte, mais sur 3 à 5 ans, et puis petit à petit les amener sur des choses contraignantes, mais je serais plutôt d'avis sur l'incitation. Et puis montrer qu'en fait, au final, c'est positif pour tout le monde. C'est positif pour les organisateurs, les employeurs, les salariés, pour la planète. Et c'est ça qu'il faut, qui est important. Au final, grosso modo, ce que je veux dire, c'est engagez-vous. Voilà. Je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est intéressant, il faudra qu'on reprenne le débat sur les donneurs d'ordre parce qu'effectivement, c'est une grande question. Il y a notamment des gens qui… des très grosses entreprises, voire des donneurs d'ordre publics qui ont les leviers pour faire actionner une amélioration d'un certain nombre de choses. C'est aussi valable que pour les conditions de travail, que pour les femmes-hommes, comme pour l'écologie. Bon, je vais bien sûr conclure provisoirement, s'arrêter là. Du côté Société Spectacle, la motion qu'on avait abordée, qui commence par une remise en cause du capitalisme tel qu'il fonctionne, et je vous inciterai à la lire, on l'enverra à tous les… Je crois qu'on l'a envoyé à tous les participants. On a un groupe de travail sur la transition écologique depuis peu, comme quoi il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais on va continuer à tirer parti de tout ce qui s'est dit là, et certainement que tous ceux qu'on a invités et d'autres, on voudra vous revoir dans différents cadres, j'espère autrement qu'en visio à distance de temps en temps, mais pour continuer les débats et faire des propositions concrètes, puisque notre intérêt, c'est de changer, effectivement, de transformer le monde et de transformer notre métier déjà pour commencer. Nos métiers. Donc, merci à toutes et tous. Je remercie tous ceux qui ont permis, évidemment, je ne vais pas faire un générique de fin, mais qui ont permis cette soirée. Anne-Marie qui pilotait la retransmission, Caroline, et puis tous mes petits camarades du groupe de travail, et notamment celles et ceux qui ont préparé les débats. Voilà, donc merci à toutes et tous. Et normalement, c'est diffusé sur notre Facebook Live. On doit pouvoir le revoir. Moi qui ne suis pas un grand familier de Facebook, je pense que on va pouvoir le revoir. Voilà. Et comme on a enregistré, on mettra l'intégralité en ligne. Merci à vous toutes et tous et à très bientôt. Et j'oubliais de le dire, parce que je vois le visage de Marina apparaître. Merci à Audience pour le soutien aussi, particulièrement. On va continuer à promouvoir les activités au-delà des coprods, au-delà des coprods. Au-delà des coprods, oui. Exactement. Il faut aller encore plus loin. Oui. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Eh ben.